Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les questions d'actualité au gouvernement de ce mercredi 22 février 2017. C'est les dernières QAG, c'est les dernières questions au gouvernement de la session parlementaire. Après c'est fini, terminé, ça reprend pas avant longtemps. Longtemps, ça veut dire qu'on verra les prochains députés, ceux que vous élirez en juin, qui poseront leurs premières questions, je sais pas quand. Je sais jamais si c'est en juillet qu'ils commencent à poser des questions ou si c'est en septembre. De toute façon, c'est dans tellement longtemps qu'on aura le temps de voir. Donc voilà. Donc ça va faire bizarre. C'est les dernières, ce n'est qu'un au revoir, tout ça. On va voir les dernières prises de bec entre le gouvernement et les députés. On va voir pour la dernière fois Lucien de Gauchy avant cet été, avant qu'il soit réélu triomphalement en juin prochain. Et ouais, c'est la dernière, c'est la tristitude. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver. Salut Kerza, salut Erana, pardon. Salut Nezou, salut Lethal, Jacob, salut Arcelanou, salut Zephyr, salut Drakarov, pardon. Drakarov, c'est dans Call of Duty ça. Bon bref. Salut Totok, salut à toutes et à tous. Il n'y a plus de projet de loi alors. Ah non, c'est fini, fin de la session, terminaille. Terminé, après c'est élection. Acropolis va faire quelque chose pour remplacer les QAG. T'es fou, toi, les QAG sont irremplaçables. Non, Acropolis va continuer ses émissions comme d'habitude, les autres élections. Les autres émissions, pardon, pas élections. Hein, on va partir en vacances. Ouais, la semaine prochaine, on prend des vacances. La semaine prochaine, il n'y a pas Acropolis, on va tous dormir. On va s'autoriser une semaine de vacances après la reprise rocambolesque qu'on a vécue depuis janvier. Donc, ouais, je suis claqué. Donc vous allez m'autoriser des vacances, hein, à toute l'équipe. Après, c'est les vacances du gouvernement. Pensez à Lulu qui va nous manquer. J'espère que les sujets ne seront pas mieux fermés qu'au primaire en tout cas, parce que si c'est pour se taper 30 minutes de débat sur l'islam et seulement 5 minutes sur l'écologie. Salut Jean, merci de me tenir la compagnie au bureau. Salut les putaclics. Ravi de te rencontrer. Alors attends. Il faut que j'ouvre Tipeee Stream. Au cas où, faites des dons. Hop, non c'est bon, non, casse-toi. Hop, tac, tac, tac. Tac, excusez-moi, on est à la ZUP comme d'hab, mais ça veut commencer à le savoir. Hop, ça on ouvre ça on l'ouvre. Tac, boum, hop, paf. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon aussi. Le Twitter il est bon, le Facebook il est bon. De toute façon vous le suivez déjà tous, nanana, machin, ça c'est bon. Mister JD, pourquoi j'ai ouvert ça? Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu hier soir l'émission avec Mister JD. C'était cool. Moi je trouvais ça chouette. Salut Jean, machin. Je devrais peut-être bosser au lieu de discuter sur le chat. Non, y a rien de mieux à faire que de discuter sur le chat à l'heure qu'il est. Salut Jean, est-ce que tu feras un live pour l'élection du président de l'Assemblée en juillet? Ah bah ouais, carrément. Carrément, ce sera trop cool. Espérons que ce soit abrité par Routel Krief, qu'il n'y ait pas de débat de bobo comme l'écologie. Plus de Pépito pendant 3 mois, ça va faire bizarre, hein. En tout cas, je suis contente qu'il y ait une chaîne comme Acropolis, ça fait plaisir de voir une chaîne qui commande de la politique en direct, même si cette fausse neutralité est assez dommage. Merci Mites, merci pour ton message, ça fait plaisir. J'ai pas trop kiffé Mister JD. Ah bon? Oh, c'est bizarre. C'est lui que t'as pas kiffé ou c'est l'émission? Parce que si c'est lui, j'y peux rien. Si c'est l'émission, faut que tu me le dises. Hein, dis ça à mon patron. Ouais, non mais c'est bon, c'est bon. C'est quoi le programme aujourd'hui, Jean? Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est les questions d'actualité au gouvernement de 15h à 16h. 16h. Ensuite, on va rester ensemble à l'antenne puisque on va retrouver la conférence de presse de François Bayrou. Pardon. François Bayrou va-t-il être candidat à la présidentielle? Va-t-il se rallier à Macron? Va-t-il se rallier à Fillon? Va-t-il se rallier à Hamon? Va-t-il se rallier à Mélenchon? Va-t-il se rallier à Le Pen? Je ne sais pas, je suis comme vous, je suis dans l'expectative. Et donc on verra bien, on l'apprendra cet après-midi, on va commenter ça ensemble. Le Sénat s'arrête aussi, oui, c'est la fin de la session. Donc voilà, un live Acropolis pendant les débats avant les élections. Ouais, j'aimerais bien en faire, ouais. J'aimerais bien en faire. Bayrou Forever, bah tu vois quoi. Il y retourne, ce fou, bah on verra bien. Tu verras cet après-midi. Bon les copains, j'ai déposé ma copine à l'aéroport pour 3 mois. Bon les copains, j'ai déposé ma copine à l'aéroport pour 3 mois sans la voir et je devrais... Ah! Et je devrais être en train de taffer, vivement les questions intéressantes. Ah là là, plus de copine, plus de boulot. Fatigué Jean? Ils t'ont mis la misère tes élèves ce matin? Grave. Grave. Mes élèves ce matin ils m'ont mis la misère, j'ai fait un cours sur Vichy. Vichy, la 4ème République. La crise du parlementarisme dans les années 30, puis Vichy, puis la naissance de la 4ème République.
Voilà. C'était intéressant. C'était intéressant. On l'appelle le chevalier blanc. Du coup, après la session parlementaire, les députés retournent bosser dans leur circonscription. Bah non, c'est pas vraiment qu'ils retournent bosser, c'est qu'ils bossent plus, c'est la fin de leur boulot, ils sont plus, ils seront plus élus en juin prochain, donc là ils font campagne. Bayrou face à Macron, tu me fais pas les poches, petit sacripant, c'est mes électeurs. Jusqu'aux prochaines élections sénatoriales en septembre. Bah oui, parce que je vous rappelle qu'en juin, on renouvelle l'Assemblée nationale et en septembre, on renouvelle le Sénat pour un tiers. Enfin, ni vous ni moi, hein, c'est les grands électeurs. Tu donnes des cours de quoi? Je suis chargé de t'aider en droit constit à la fac. Il va déclarer Pau indépendante et s'autoproclamer président de la République de Pau. Oh, le pauvre. D'ailleurs, à Vichy, il n'y a pas de statut de Pétain, je suis déçu. Bah évidemment qu'il n'y a pas de statut de Pétain, t'es taré ou quoi? T'imagines? Bon, bref, chers amis, on va passer en revue ensemble l'actualité du jour pour voir quels vont être le sujet des questions au gouvernement. Donc c'est les dernières QSG, c'est les dernières QSG. Le pack de ce soir est pour moi, bonnes vacances à tous. Merci, merci Marie, ça fait trop plaisir. T'es trop gentille. Merci Marie pour ton don, t'es trop cool. Tout le monde dit merci à Marie dans le chat. Oui, merci à Marie dans le chat. Tes étudiants regardent ta chaîne et devraient-ils le faire? Ah non, ils ont absolument aucune obligation de le faire. Et est-ce qu'ils regardent ma chaîne? Ouais, je crois qu'il y en a qui connaissent, ouais. Donc j'étais en train de commencer à passer en revue l'actualité du jour. François de Rugy, candidat écologiste à la primaire de la gauche, a décidé de soutenir Emmanuel Macron, contrairement à l'engagement qu'il avait pris, comme tous les candidats à la primaire, de soutenir le vainqueur de la primaire. Et voilà, François de Rugy qui, par souci de cohérence politique, en tout cas c'est comme ça qu'il le justifie lui, a décidé de rejoindre Emmanuel Macron. C'est fou ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en droit, et oui, Acropolis sert vraiment dans les études de droit. Ah bah tant mieux, Don Père, c'est cool ça. Tu vas en cours avec ton pull Acropolis? Ouais, ouais, en plus, alors j'essaye d'éviter d'habitude, mais là ce matin j'avais rien d'autre à me mettre que mon suit Acropolis. Je sais, c'est pas très sérieux. Elle est où la rediff avec JD? Oh, déconnez pas, elle est sur la chaîne principale. Je suis sûr que Jean fait son cours avec tous les petits goodies d'Acropolis. Non, trop pas. Alors, oh le sacripant, c'est assez hauteux. Cohérence politique, un écolo qui rejoint un centriste. Ah, mais tu sais, l'écologie politique n'a jamais été... Ah, non, c'est plus compliqué. J'allais dire, elle a jamais été clairement de gauche. Non, c'est pas vrai. Disons que... D'ailleurs, Usul a sorti une bonne vidéo là-dessus sur Mediapart, où il explique que l'écologisme est un courant politique qui, depuis le début, est traversé par différents courants de pensée. Certains sont proches de la gauche historique et d'autres sont proches du citoyennisme, de ce que Usul appelle le citoyennisme et qu'on peut appeler une forme de centrisme, d'une certaine manière. François de Rugy, Macron est celui qui représente au mieux la France à l'international, d'accord. De Rugy qui bouffe à tous les râteliers, donc oui c'est cohérent pour lui. Ah oui d'accord, putain t'es sévère. Un sacré bolos, il va rapporter 0,3 points à Macron, c'est bien. Quand Valls qui soutient Le Pen. Euh, Un écolo qui rejoint le PS, qui rejoint Macron. C'est de l'arrivisme. L'écologie n'est pas une préoccupation de gauche. Non, cette phrase n'est pas tout à fait exacte. L'écologie n'est pas qu'une préoccupation de gauche. Mais si, j'ai vaguement l'impression que la grande majorité des gens qui se réclament de la gauche ont pour préoccupation ont comme préoccupation l'écologie. Donc c'est une préoccupation de gauche. Mais pas exclusive, c'est tout. Hmm, En fait, je trouve que les QAG sont la face immergée de l'iceberg de la mascarade que constitue cette démocratie entre guillemets. D'accord, salut à toi, bienvenue. Euh, Petit retournement de veste pour espérer choper le ministère de l'écologie de Macron s'il est élu. Bah, du coup, la question c'est, mettez-vous à la place de Rugy. Où est-ce que l'écologie politique est la plus utile? Est-ce que c'est dans un gouvernement de Macron, dans un ministère, ou est-ce que c'est en dehors, dans l'opposition? C'est ça en fait les questionnements qui traversent l'écologie politique. Depuis le début des années 2000, les écologistes enfin, les écologistes sont favorables à la discussion avec les autres partis de la gauche qui composent la gauche pour éventuellement faire des accords de gouvernement avec eux. C'est ce qu'on avait vu entre 2012 et 2014. Et en 97 avec Jospin. Ouais, je sais, après.
Excusez-nous, pardon. Enfin, c'était un message de service. Non, mais de Rugy fait partie du courant écologiste composé d'arrivistes en tout genre. C'est quoi l'arrivisme en fait? Qu'est-ce que vous appelez l'arrivisme? Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir des engueulades, votre quinquennat était pourri, il faut la droite maintenant, et notre quinquennat était bien, il faut laisser la gauche? Ouais, ouais, c'est ça qu'on va avoir. Un parti écolo a-t-il vraiment du sens? Bah non, mais tu vois, c'est pareil, c'est même question. Où est-ce que l'écologie politique est la plus utile? C'est ça que se posent comme question les écologistes. Il y en a qui pensent que l'écologie politique est utile dans l'opposition, dans le mouvement social, dans le mouvement ouvrier, dans la continuité des luttes de la gauche. Il y en a qui pensent que l'écologie politique, que pour faire progresser l'écologie politique, il faut faire des accords avec les partis de gouvernement pour choisir des ministères et peser dans le débat politique institutionnel. Bayrou va annoncer qu'il a écrit un programme pour Macron. Est-ce que placer au gouvernement a une quelconque utilité? Je ne sais pas s'il a une utilité dans son poste à lui au ministère, mais dans les négociations internes au gouvernement sur les projets de loi, vous ne pouvez pas nier que le mercredi matin, au moment où le Conseil des ministres se réunit, il y a des écologistes autour de la table. L'arrivisme, c'est de l'opportunisme. D'accord. Est-ce qu'il y a une phrase précise pour ouvrir et clore les sessions parlementaires? Non. Non, non. Vu les problèmes de pollution et tout auxquels on doit faire face, pour moi l'écologie devrait être de partout et ensuite on est de gauche ou de droite par-dessus. Bah ça tu vois, il y a des écologistes qui sont d'accord avec toi. Les gens qui croient en un parti écologiste ne pensent pas forcément à l'opposition. On peut supposer qu'ils essayent d'arriver au pouvoir. Je ne sais pas si Durugi est arriviste, mais il est clairement opportuniste. Se balade entre les partis n'a pas l'air d'être une question de conviction, mais plutôt d'être dans l'équipe qui gagne. C'est, je sais pas, j'ai du mal avec cette analyse-là parce que j'ai du mal à imaginer que François de Rugy ne soit pas vraiment un écologiste. Moi, je pense il est écologiste, il a des convictions écologistes profondes. Euh, mais de Rugy, comme d'autres, hein, comme Placé, comme Pompili, comme d'autres, hein, a une opinion sur ce que doit être l'écologie politique. Et pour lui, son opinion, c'est qu'elle doit essayer autant que possible de faire partie du jeu quand le jeu est, quand il y a une possibilité de rapprochement programmatique. En tout cas, il y a bien. Ah, en tout cas, on va bien voir de la mauvaise foi aujourd'hui. Plot twist, la séance va être suspendue à cause d'une grosse engueulade. Ah bon. Il est écologiste du moment que ça remet pas en question l'économie, enfin c'est mon point de vue. Disons qu'il est écologiste réformiste. Je sais pas. Enfin donc bref, vous voyez, c'est intéressant comme sujet de Rugy qui rejoint Macron. Bayrou. Bayrou fait une conférence de presse cet après-midi à 16h30. On la commentera ensemble sur Acropolis. Est-ce qu'il ira pas pour sa quatrième candidature à l'élection présidentielle? On le verra. On le verra. Ensuite, on a appris ce matin la mise en garde à vue, le placement en garde à vue du garde du corps et de la chef de cabinet de Marine Le Pen dans l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen. Il y a une perquisition au sein du domicile du garde du corps qui a eu lieu. Suite du feuilleton des emplois parlementaires supposés, enfin présumés pardon, fictifs de Marine Le Pen au Parlement européen, des mises en examen dans son entourage proche. On verra bien la suite. Est-ce qu'on va avoir plus d'informations dans l'après-midi? Je ne pense pas. On verra bien, en tout cas, il est possible qu'on en parle. Ensuite, dans l'actualité du jour, Amnesty International a sorti son rapport annuel sur l'état des droits fondamentaux dans le monde et dépeint une année 2016 très sombre pour les droits humains. L'ONG dénonce notamment la prolongation de l'état d'urgence en France, le traitement des réfugiés ou encore la situation en Turquie. Voilà. Et Le Pen qui crée la manipulation politique. Bah oui, mais Fillon aussi crée la manipulation politique. De Rugy ou placé, c'est de l'écologie de salon. On aime parler de termes, mais on la touchera jamais. D'accord. En même temps, c'est un poil absurde de ne pas être écologiste en 2017, non? N'est-ce pas une opinion dangereuse de défendre les énergies fossiles et nucléaires? J'ai du mal à saisir en quoi c'est défendable. Bah,
Tu peux être sensible à la prise en compte des enjeux environnementaux sans pour autant te réclamer de l'écologie politique. Pas tout à fait la même chose. Pas de jaloux, les emplois fictifs au FN comme chez les petits copains. T'es bête. Il me semble que c'est assez fastoche de distinguer les deux écologies. L'une part du postulat que les enjeux écologiques se régleront tous par la technique, l'autre, plus pragmatique, propose d'aller vers des solutions connues et forcément vaguement décroissantes. Ouais. Si le FN ne pose pas de questions, ou que très rarement, au gouvernement, c'est parce qu'ils ne sont pas là ou qu'ils se foutent des QAG. C'est ni l'un ni l'autre, Zéphyr, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour constituer un groupe politique. Voilà, les questions au gouvernement sont réparties en fonction des poids politiques des groupes. Or, le Front National n'a que deux élus officiellement à l'Assemblée nationale, Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen, et deux, c'est pas suffisant pour former un groupe. L'écologie est un sujet trop important pour être confié à des écologistes. Qui est-ce qui avait déclaré ça? C'était Chirac, je crois. Chirac ou Sarkozy. Juste Collard et Maréchal Le Pen à l'Assemblée, ouais. Excusez-moi, mais vous ne trouvez pas quand même que l'hystérine, c'est le plus complet des bains de bouche? Bah non, c'est pas dangereux, le réchauffement climatique a été créé par les Chinois, c'est connu. Ah bah oui, c'est vrai, on l'a appris. Tu penses qu'ils en auront plus à la prochaine législature? Ça, j'en sais rien. Ça dépend de vous. Enfin, ça dépend des électeurs, quoi. Il n'y a pas des questions pour les 100 groupes, genre... Si, si, il y a des questions pour les 100 groupes, mais c'est une fois de temps en temps, à la fin du tourniquet, ça tourne en fait. Et une fois de temps en temps, les 100 groupes ont le droit de poser une question. Franchement, quand t'es pas affilié à un groupe politique, tu poses maximum deux questions par quinquennat. Je crois que Marion Maréchal Le Pen, elle a posé deux questions depuis le début de 2012. Combien minimum pour créer un groupe 13, je crois, un truc comme ça. Faut vérifier parce que ça change en fonction de ce que les députés décident. Il y a Éric Bompard aussi. Éric Bompard, il est sans étiquette, mais pas élu Front National. Pas Rassemblement Bleu Marine. Les libéraux écolos, c'est pas un oxymore? Ah non, pas nécessairement. Non, c'est pas le gaz à effet de serre, la pollution nucléaire, c'est les éléments appauvris mais très radioactifs qui ont pour l'instant stocké dans des conditions très discutables. D'accord. Feras-tu une FAQ pour qu'on connaisse ton parcours, tes projets, etc. Salut, oui, je l'ai déjà fait. Tu peux regarder l'émission Inside Acropolis, on répond à ces questions-là avec les autres membres de l'équipe. Une fois tous les 2 mois, les non-inscrits. Ouais, enfin, ça tourne en fait. Deux questions, mais ils font quoi le reste du temps? Ah ben attendez, être député, c'est pas poser des questions au gouvernement, hein. Je vous rassure, ça c'est 0,01% du travail d'un député. Je vous rassure, les députés, ils bossent le reste du temps. Enfin, pas tous, il y en a qui cumulent. Et il y en a qui s'en foutent, mais la majeure partie des députés, ils bossent vraiment, hein. Ils ont des assistants parlementaires, ils sont dans un bureau, ils rédigent des lois, ils préparent des amendements, ils participent aux discussions, aux négociations. Ils contrôlent l'action du gouvernement, ils reçoivent des gens dans leur circonscription, ils sont en rendez-vous, en réunion, en audition, tout ce que vous voulez, quoi. Il faut 15 députés pour un groupe parlementaire, merci Loustic. Chaque groupe doit comporter au minimum 15 députés. Ce chiffre était de 30 jusqu'à 88. Il est passé à 20 puis à 15 en 2009. Ouais, ouais, le chiffre a décru au fur et à mesure que les communistes perdaient des députés. Le prochain Inside avec Usul. Non, pas Inside, tu veux dire l'isoloir. Je sais pas, oui, enfin on pourrait inviter Usul dans l'isoloir, mais je vous l'ai déjà dit, moi je pense que Usul il a pas sa place dans l'isoloir, il a sa place dans... S'il accepte une invitation d'Acropolis, ce serait dans d'autres émissions un peu plus longues, où on pourrait aller parler un peu plus de politique. Vraiment, le but de l'isoloir, c'est d'inviter des youtubeurs pas à politiser, justement. Justement, pour parler de citoyenneté avec des gens qui n'en parlent jamais. Acropolis est terminé avec ses dernières QAG, mais pas du tout. On a plein d'autres émissions, qu'est-ce que tu crois? Isabelle Attard est dans un groupe. Non, je crois qu'Isabelle Attard a démissionné du groupe PS, puis du groupe Écolo. Et maintenant, elle est sans étiquette. Jean, t'es dans le game maintenant, du coup, tu dois savoir quand sort le prochain, mes chers contemporains. Nous savons que tu sais. Ouais, mais je dois pas vous le dire. Avec Usul, il faut aller au fond du sun. Non, mais je déconne, Don Père, hein, je ne le sais pas. Et moi aussi, je suis comme toi, j'attends le prochain, mes chers contemporains. Mhm. Comment il se fait jeter de l'isoloir? Mais non, mais pas du tout, je jette pas Usul de l'isoloir, bien au contraire. Usul l'abstentionniste. Ah bon? Pour être attaché parlementaire, il faut obligatoirement être français. De nationalité, je crois, oui.
En fait, attaché parlementaire, assistant parlementaire, collaborateur parlementaire, appelez ça comme vous voulez, c'est un contrat de... C'est un CDD de droit public. Donc à vérifier, mais je crois qu'il faut avoir la nationalité ou alors avoir une carte de séjour, je sais pas. Perso, j'ai une petite faim, je me prendrais bien un Kinder Bueno si c'est pas à vomir. Si c'était pas à vomir. Pourquoi c'est à vomir les Kinder Bueno? T'es fou, toi, c'est trop bon. Il ne semble pas qu'il soit abstentionniste. Non, je crois pas que Jules soit abstentionniste. Enfin, j'en sais rien, je suis pas. À quand Zerator dans l'isoloir? J'aimerais bien Zerator dans l'isoloir, ce serait cool. Faut que je lui propose. Mais en même temps, il habite à Montpellier, Zerator, c'est un peu compliqué. Mais bon, la prochaine fois qu'il sera de passage à Paris, si j'arrive à le croiser, ce serait cool. Jules et la sphère d'ozone causée devraient clarifier leur lien avec le front de gauche. Oh, je crois que leurs liens sont assez clairs, hein. Ils sont pas membres du front de gauche, ils sont sympathisants de loin, je crois, non? Je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas l'impression qu'il y ait un problème, il y a un besoin de clarification. J'ai le temps d'aller me chercher des pépitos, vous m'attendez. Oui, il te reste que 9 minutes. Alors, pendant les 9 minutes qui restent, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble aux questions que vous poseriez si vous étiez député à l'Assemblée nationale et si vous pouviez poser une question au gouvernement cet après-midi. Qu'est-ce que vous demanderiez au gouvernement? Est-ce que vous voudriez poser une question sur le bilan du quinquennat, par exemple? Et qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous diriez c'était tout pourri, tout est acheté, vous êtes tous des trous du cul, des méchants? Est-ce que vous diriez il y a eu des choses bonnes, mais quand même vous avez merdé sur deux trois trucs? Est-ce que vous diriez vous avez fait ce que vous avez pu et globalement c'était positif? Comment vous, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que vous en pensez quoi? On peut faire un goûter pour la dernière séance. Usul il le dit lui-même qu'il a été à la LCR. Ouais, mais il a fait tout un tas de vidéos pour expliquer qu'il est ancien trotskiste, donc il a quitté le mouvement. Ma petite question au gouvernement. Actuellement, tous les 3 jours, un agriculteur se suicide, des mesures pour éviter cela. Je crois que c'était un tous les 2 jours. Ok, donc suicide des agriculteurs, d'accord. Pain au chocolat ou chocolatine, non, on l'a déjà fait la blague. Quelles conséquences pour l'action des pépitos en bourse avec la fin des QSG? Bilan du quinquennat, le charisme s'est enfui de la France. D'accord. Bout d'émission. Ma question, vous pensez quoi de la raclée que vous a mis la finance? On va pas poser les mêmes questions que l'opposition. Ah bah tu poses les questions que tu veux, hein. Question d'un proche. Y a-t-il un capable dans la séance? D'accord. Monsieur le ministre, êtes-vous un ou un zéro? Êtes-vous un 1 ou un zéro? Dommage de ne pas... Je comprends pas la blague. Dommage de ne pas être allé au fond des choses quand vous n'aviez plus rien à perdre. D'accord. Crêpe ou galette. On peut se calmer sur l'affaire Théo et il commence à en avoir plein le cul. Oh non. Question, le point positif et le point négatif du quinquennat pour eux. Ah ouais, c'est une c'est rigolo comme question. Madame Rossignol, vous voulez interdire l'accès aux sites porno pour les moins de 18 ans, ce qui est louable, mais juste, est-ce que vous savez comment Internet marche? Laurence Rossignol, est-ce que tu nous prends tous pour des cons? À quand le nouvel empire français? Tu veux dire l'empire colonial? Vous connaissez l'inquétéracide? Oui. On est vraiment obligé d'arrêter de cumuler? Je crois que c'est Jacques Millard qui est rentré dans une cabale anti-cumul des mandats. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée hier sur le cumul des mandats. Une question sur la décroissance de l'agriculture en France. D'accord. Vous savez que ça fait deux trotskistes ensemble, une scission. Ah oui, d'accord. Vous êtes encore un gouvernement socialiste? D'accord. Une autre. Est-ce que l'état d'urgence est infini comme l'univers? D'accord. Quelle est la priorité numéro un? D'accord. On peut finir en avance, c'est les vacances, monsieur. Ah putain. C'était une référence à Mister Robot. Ah, désolé. Fin des partis politiques ne serait pas un moyen de remettre la démocratie au quotidien? C'est-à-dire quoi la fin des partis politiques? Est-ce que tu veux interdire les citoyens qui sont d'accord entre eux de s'associer? Est-ce que tu veux limiter le droit d'association en France? Est-ce qu'on n'aura plus le droit d'avoir un parti pris politique? Hein. Est-ce qu'on n'aura plus le droit d'être partisan d'une ligne politique? Pense-t-il mettre plus de transparence dans les comptes de l'État et leurs dépenses? D'accord. On peut venir à l'Assemblée en short. Si c'est une question sérieuse, la réponse est non. Il y a un dress code obligatoire dans l'Assemblée. Est-ce que vous avez un peu de blé qu'on peut planquer tranquillement pendant 12 ans? Est-ce que vous commencez à réfléchir à un contrôle des élus par une autre voie que parlementaire? Est-ce que c'est pas comme donner un gros pot de Nutella à des enfants en les laissant partager tout seuls?
C'est intéressant, d'ailleurs c'est la question qui est posée par Le Quotidien dans son opération de Parlement transparent. Est-ce que vous êtes d'accord pour le contrôle des finances du Parlement par un autre, enfin tout en garantissant l'indépendance du Parlement, parce que c'est très important que le Parlement reste indépendant. Il ne faut pas que le Parlement soit contrôlé, je sais pas, par la justice ou par le gouvernement. Il faut que le Parlement reste indépendant, mais le Parlement peut créer un, un- un truc indépendant qui va contrôler, une instance indépendante qui va contrôler l'exécution des comptes. Je rappelle que la Cour des comptes ne contrôle pas l'argent du Parlement. Il n'y avait pas un député qui était venu avec une tenue d'ouvrier? Si, 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 avec un bleu de travail, et ça avait fait gueuler et tout, il y avait eu un débat, machin. Avez-vous planqué les codes nucléaires au cas où les suivants fassent de la merde? Peut-on envisager des tirages au sort du citoyen pour faire des assemblées plénières pour débattre des futures lois? Audrey, c'est pas une question que tu peux poser au gouvernement, ça, c'est pas sa responsabilité. C'est pas un député qui va demander ça au gouvernement. Il peut demander ça à ses collègues, mais pas au gouvernement. Est-ce que... Ah, c'est quoi le dress code des femmes? Ça me paraît moins strict que chez les hommes. Bah oui, c'est moins facile de définir un dress code strict pour les femmes que pour les hommes. Pour les hommes, je crois, hein, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est cravate obligatoire, chemise costume avec veste et chaussures de ville. Pour les femmes, honnêtement, je saurais pas te dire. Quel est le dress code Je vous rassure, c'est rarissime qu'il y ait des rappels au règlement envers les députés sur le respect du dress code. Par contre, ce qui est déjà arrivé, c'est que des femmes se fassent siffler par des hommes qui estimaient que leur tenue était un peu trop légère. Je me souviens aussi d'ailleurs, c'était la ministre écologiste Cécile Duflot qui s'était présentée à un conseil des ministres avec une robe dont la matière était du tissu jean. Donc c'était pas un jean, elle n'était pas en robe en jean, c'était pas comme une veste en jean, vous voyez ce que je veux dire, mais le tissu était un tissu jean. Et ça avait fait jaser. Qu'est-ce que le gouvernement propose pour favoriser l'éducation politique des citoyens et le développement de l'esprit critique afin de lutter contre la démagogie populiste? Ouais, c'est une bonne question ça. Comment va se passer le transfert des dossiers de sécurité et de défense? Eh ben, il va bien se passer. Pourquoi? C'est quoi ta question? Elle était en jean, Jean. Non, non, elle était pas en jean. C'était un pantalon de jean. Mais c'était un pantalon large. Ah non, c'était un pantalon de jean. Elle s'est fait siffler quand elle était en robe, mais pour moi, quand elle allait à au Conseil des ministres, c'était vraiment un pantalon en jean. D'accord, ok. Voilà. Le dress code est antidémocratique. Ah, vaste sujet. Qui a accumulé le plus d'heures de sommeil à l'Assemblée? Il pourrait pas y avoir un dress code qui coûte moins de 50 balles? Ah, mais c'est une vraie question, ça, le dress code, hein. Et donc, effectivement, je sais plus qui le rappelait dans le chat, mais il y a des députés dans les années 80-90 qui, pour bien marquer leur refus, c'était des députés communistes, étaient venus en bleu de travail, en bleu ouvrier, pour montrer qu'ils représentaient les ouvriers. C'était des députés ouvriers, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça vous intéressera, mais figurez-vous que sous la Troisième République, avant le vote de la loi sur la laïcité, il y avait des prêtres qui étaient élus, députés, il y en avait plusieurs, ça arrivait, et il y avait des prêtres qui venaient en soutane à l'Assemblée, qui siégeaient en soutane, qui avaient des crucifix, qui avaient des cols romains, etc. Une femme en pantalon, tout le monde sait bien que c'est illégal à Paris. T'es con. Ce dress code, c'est un peu le symbole de la déconnexion des parlementaires avec le peuple. Bah c'est non, mais c'est intéressant ce sujet du dress code parce que c'est un sujet qui, en sous-main, repose la question de la représentativité des élus. Est-il nécessaire que les élus s'habillent comme le bas peuple, entre guillemets, comme nous, pour nous représenter? Ou est-ce qu'ils peuvent nous représenter tout en étant habillés avec un dress code strict voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il y a peut-être des anticapitalistes qui vous diront que le costume cravate est en soi un symbole d'oppression capitaliste, etc. Donc vous voyez que tous ces sujets-là sont assez chouettes. Bon, chers amis, on va se retrouver en direct de l'Assemblée nationale. Il est très exactement 15 heures pétantes. On se met un petit jingle dans les oreilles et on se retrouve en direct de l'hémicycle pour cette dernière séance de questions d'actualité au gouvernement de ce quinquennat. A tout de suite.
Bienvenue à toutes et à toutes sur Acropolis pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement, séance un petit peu particulière parce que comme je vous le disais c'est la dernière. C'est la dernière, après c'est fini, après il y a une présidentielle, après il y a des législatives, après il y a des sénatoriales et après seulement on reprendra les questions d'actualité au gouvernement. Dernier jingle de la session Acropolis, eh ouais les amis il va falloir vous y faire, c'était le dernier. Dernier jingle. Est-ce que Dédé va parler? Bah non il a parlé hier Dédé. Est-ce que la cravate est obligatoire dans le dress code? Oui. C'est moi, il est revenu à fond les ballons ce jingle. Aïe, j'ai mal. Mais non, normalement le son a été baissé. Bah apparemment il n'a pas été assez baissé. Assez baissé? Qu'était baissé? The Last Question. Le générique featuring Gouvernement Traitors. Tristesse. C'était la dernière séance. Est-ce qu'ils font l'appel à l'Assemblée? Non. Non, la leçon est plus que correcte. Bon bah c'est bon alors. Non mais grosse question qui tuturlupine depuis trop longtemps. Qui est le graphiste d'Acropolis qui a fait les jingles? C'est pro quand même. Alors le graphiste d'Acropolis c'est une boîte qui s'appelle Yellowmade. Qui a créé un pote graphiste qui a fait le logo, la police, l'animation. Les jingles c'est plusieurs personnes mais en grande partie Jérémy, le fondateur de l'application Stig. Que je vous invite à télécharger, Stig. Ce jingle là c'est moi qui l'ai fait, le jingle des QAG commentés. Et sinon les autres c'est aussi Alex, un graphiste qui a fait le jingle de, enfin les écrans d'attente que vous appréciez beaucoup. Est-ce que Lulu a déjà posé une question pendant les QAG? Ouais, ça a dû lui arriver. Et maintenant c'est interdit les signes religieux à l'Assemblée? Oui, c'est interdit les signes religieux à l'Assemblée bien sûr. Question à Jean, qui sont les gens autour de Bartolone? Alors, Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, siège au perchoir et derrière lui il y a deux monsieur. L'un des deux, je sais pas lequel, à droite à gauche, je sais jamais. L'un des deux est le secrétaire général de l'Assemblée nationale, donc il est le patron de l'ensemble des fonctionnaires de l'Assemblée. Donc il est le numéro 1 administratif de l'Assemblée. Et l'autre, c'est le responsable de la séance. Alors je sais pas s'il est sous-directeur ou directeur responsable de la séance. Bref, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui s'occupe spécifiquement du déroulé des séances dans l'hémicycle. Et il s'occupe pas des commissions et tout, il s'occupe que de ça. Et ces deux personnes-là ont pour rôle d'accompagner le président dans sa présidence de séance, quel que soit le président, que ce soit Bartolone ou un autre. Parce que je rappelle que Bartolone, il préside les QAG, mais les autres séances, elles sont présidées par ses vice-présidents. Et il y a des séances pendant lesquelles ils sont très très utiles parce qu'il y a des points de règlement, des points d'ordre du jour, de comptabilisation des voix qui sont très très précis. Il faut surtout pas se planter parce que c'est quand même un peu important ce qui se passe. Et donc il a besoin d'être entouré. Mais pendant les QAG, vous les voyez jamais intervenir parce que c'est une séance qui roule assez facilement et c'est facile à présider les QAG. Voilà pour vous répondre. C'est le patron des collaborateurs. Non, les collaborateurs ont pour seul et unique patron leur député. Les QAG c'était pas fini hier, non c'est aujourd'hui que c'est fini. Du coup si le dress code n'est pas respecté par un député, que se passe-t-il? Il peut se faire refuser l'entrée dans l'hémicycle et il peut recevoir un rappel à l'ordre qui s'il est inscrit à l'ordre du jour, l'avertissement s'il est inscrit à l'ordre du jour vaut suspension d'une partie de ses indemnités mensuelles. J'ai une question, pourquoi le président de la République ne vient pas alors qu'il est lui aussi partie du gouvernement? Non, il fait pas partie du gouvernement, le président de la République. Mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues. Et il ne vient pas pour respecter l'indépendance du gouvernement. Au gouvernement de la 14e législature. Je souhaite remercier en votre nom à tous le service de la séance ainsi que l'ensemble des agents de l'Assemblée nationale pour leur travail et leur dévouement. Bravo! Tous les députés qui se lèvent pour se joindre aux remerciements de Claude Bartolone en faveur des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. C'est la dernière séance de questions d'actualité au gouvernement, donc Claude Bartolone en profite pour remercier les fonctionnaires, les services de la séance, etc. Merci aux citoyens qui suivent chaque semaine nos débats. Je pense en particulier aux téléspectateurs de France Télévisions et de la chaîne parlementaire. Merci au gouvernement. Et non, il n'y a pas de remerciement pour Acropolis. Ils ont remercié les téléspectateurs de France 3, mais ils n'ont pas remercié les téléspectateurs d'Acropolis. C'est pas gentil. Putain, 2 ans de travail acharné pour même pas avoir un merci, quoi.
Merci enfin à chacune et chacun d'entre vous, majorité ou opposition, pour votre engagement et en particulier aux présidents des groupes parlementaires que je veux chaleureusement remercier. Claude Bartolone qui remercie les présidents des groupes J'espère parlementaires. que vous continuerez à faire vivre le débat démocratique dont notre pays a plus que jamais besoin pour se rassembler et choisir son destin. Je souhaite bonne chance à nos collègues qui se présenteront dans quelques mois devant les électeurs et adresse mes meilleurs vœux pour la suite à celles et ceux qui ont fait le choix, tout comme moi, de ne pas se représenter. Vous mesurez sans doute l'émotion qui est la mienne, puisque c'est aujourd'hui, parce que je l'ai choisi, la dernière fois que je rentre dans cet hémicycle en tant que député, alors que j'y ai mis les pieds pour la première fois en 1981, à la suite de l'élection de François Mitterrand. Claude Bartolone qui rappelle qu'il est là depuis très très Ma longtemps. plus grande fierté. Et c'est son dernier jour. Ma plus grande fierté. Voilà, Claude Bartolone qui se fait copieusement applaudir, y compris par des députés de droite. Vous voyez Ma Lucien de plus Gauchy grande qui l'applaudit. fierté aura été de vous présider, vous tous, qui faites vivre la démocratie dans ce pays, vous tous qui constituez l'Assemblée nationale, qui est et qui restera toujours le cœur battant de la démocratie. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Voilà, Claude Bartolone qui a voulu commencer cette séance par un mot de remerciement, un petit adieu, ce n'est qu'un au revoir, merci à tous. Il a remercié les téléspectateurs de France 3, donc je souhaite en votre nom à tous la bienvenue à une délégation beaucoup de bienveillance pour les plus de 65 ans. du Parlement de la République de Moldavie, conduite par sa présidente. Ah, il y a une délégation de Moldave. Valentina Boliga. Un gros bisou aux Moldaves qui sont venus à l'Assemblée nationale et qui disent bonjour à leurs collègues français. L'ordre du jour appelle les dernières questions au gouvernement de cette législature. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, Thierry chers Robert collègues, ma qui question inaugure s'adresse à cette la ministre séance. des Outre-mer. Madame la ministre, vous le savez, le département de Mayotte souffre depuis plusieurs mois maintenant d'une pénurie d'eau. Rendez-vous compte, mes chers collègues, à Mayotte, les habitants n'ont accès à l'eau qu'1 jour sur 3. Cela s'explique par un épisode de sécheresse, mais aussi par l'absence d'un réseau d'eau sécurisé ou de stations de potabilisation. Selon des personnes en responsabilité, s'étant livrées à des indiscrétions, il serait envisagé une solution bancale au problème, à savoir le transfert de l'eau depuis la Réunion vers Mayotte afin de pallier au problème. Or, la solution doit être durable et pérenne pour les Mahorais. L'hypothèse du transport d'eau entre les deux îles distantes de 1400 km ne peut pas, à ce titre, constituer une solution réelle. Aujourd'hui, des enfants sont malades à Mayotte. Alors non, c'est pas un à cause de sécheur, cette Thierry situation Robert. Vous et voyez de effectivement que son graphique de l'impossibilité présence pour n'est pas beaucoup de très familles d'avoir accès à l'eau fourni. en Thierry prenant Robert fait en partie la des collectant députés eux-mêmes dans des la territoires nature, en d'outre-mer. la conservant. Donc c'est en général assez classique que altérant ces sa députés-là qualité. puissent pas avoir accès aussi L'activité des facilement à Mahorais Paris exige que les autres. de Donc on repenser essaye et d'être un sécuriser peu, le réseau d'eau de Mayotte, et surtout pas de faire preuve de l'eau mansuétude vis-à-vis de leur absentéisme. d'importation. Thierry Robert, Par ailleurs, ça n'empêche pas qu'il est vous quand le même savez, cumulard puisqu'il est maire de la ville de Saint-Leu depuis 2008. De sécheresse très régulièrement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a offert une prime pour toute capture d'un requin bulldog sur la commune de Saint-Leu après l'attaque mortelle d'un requin. C'était en 2012. C'est marrant. Thierry Robert qui soutient Emmanuel Macron et qui en tout cas dans sa question au gouvernement attire l'attention du gouvernement sur la situation de Mayotte qui, comme vous le savez, va très très mal. De qualité au robinet. Et je précise qu'il travaille dans le BTP, il est à la tête de 3 sociétés de BTP, il est propriétaire d'un patrimoine immobilier à La Réunion et en Ile-de-France évalué à 9 millions d'euros. Ah bah putain, Thierry Robert, il se met bien. Monsieur le député Thierry Robert. Les radicaux, c'est quel parti? Le radicalisme, c'est du centrisme. Une pénurie d'eau depuis le début de l'actuel. Voilà, c'est le ministre de l'Intérieur qui va lui répondre sur la pénurie d'eau. L'abaissement du niveau des réserves menace fortement la disponibilité de la ressource pour la prochaine saison sèche.
Le gouvernement, je veux vous l'assurer, et la ministre des Outre-mer me demande de l'excuser, elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Le gouvernement est donc pleinement mobilisé aux côtés des collectivités qui sont concernées pour garantir à tous les Mahorais un accès à l'eau face à la pénurie actuelle. Quels sont les moyens mis à disposition? À court terme, bien entendu, des distributions immédiates de bouteilles d'eau, mais cela ne suffit pas. Des citernes installées pour assurer un accès aux ressources hydriques à tous nos concitoyens. 4 nouveaux forages vont être réalisés. Dans le cadre de la solidarité, vous avez eu raison de le noter, un tanker pourrait apporter 500 000 mètres cubes par rotation depuis La Réunion. Ce prélèvement représenterait une infime partie des réserves de l'île. À défaut, l'eau serait captée parce On parle vachement des Outre-mer en ce moment, non, pas plus que d'habitude. À moyen terme, et à moyen terme, c'est avant 2020, je peux vous assurer la construction d'une usine de désalinisation dans le sud, ainsi qu'une 3e retenue collinaire. Dans l'immédiat, et afin de veiller à la bonne application de chacune de ces mesures, je me rendrai à La Réunion et à Mayotte les 4 et 5 mars prochains et suivrai au nom du gouvernement la réponse. Voilà, Bruno Le Roux qui apporte une réponse précise sur ce que compte faire le gouvernement pour faire face à la pénurie d'eau à Mayotte. J'en profite pour faire un gros bisou à celles et à ceux d'entre vous qui nous suivent depuis les territoires d'outre-mer. Au terme de cette législature, permettez-moi de vous interroger sur l'unité de la République. Dans trop de discours, on semble opposer une France, celle des communes, des citoyens, à une autre qui serait celle des quartiers, où les caméras ne voient que misère sociale, violence et trafic. Avec François Asensi, élu de la Seine-Saint-Denis, nous savons ce que vivent ses habitants en matière de précarité et d'insécurité. Nous partageons leur colère. Mais les citoyens et les élus de ce département ne se résignent pas. Malgré des décennies de relégation urbaine, ils se battent contre les inégalités sociales et les discriminations. Ils sont aux côtés de Théo. Ils s'opposent à la fermeture de leurs services publics. Ils demandent plus d'éducation nationale, plus de forces de police républicaines, plus d'hôpital public, plus de culture. Ces villes populaires, leurs habitants ne se plaignent pas. Ils revendiquent d'être partie prenante de la République, de bénéficier des droits garantis par celle-ci. Ces villes sont le terroir d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs, d'entrepreneurs, d'intellectuels et d'artistes. Ce territoire a accueilli la COP 21. Il va, j'en suis sûr, accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce territoire donne à la France une jeunesse qui est l'avenir de la République par son nombre, sa diversité et surtout sa capacité à l'excellence dans les études et l'innovation. Avec un vrai respect, une vraie confiance à son égard, nous pouvons compter sur cette jeunesse en termes Marie-Georges Buffet qui pose une question au gouvernement sous forme d'éloge de la jeunesse de banlieue. Elle a notamment parlé de la Seine-Saint-Denis, elle a parlé du territoire qui a accueilli la COP 21, du territoire au Bourget, je rappelle, du territoire qui va peut-être accueillir une partie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Marie-Georges Buffet, je rappelle qu'elle a été ministre à l'époque du gouvernement de Jospin entre 1997 et 2002, et ensuite elle a été candidate à l'élection présidentielle pour le Parti communiste. Aujourd'hui elle soutient Jean-Luc Mélenchon, et je précise qu'elle a une licence d'histoire géo. Madame la députée Marie-Georges Buffet, vous m'interrogez là où on n'attend pas forcément le ministre de l'Intérieur, puisque s'agissant de la Seine-Saint-Denis, votre question n'est pas uniquement centrée autour des problèmes de sécurité que peuvent connaître un certain nombre de nos quartiers, mais des atouts qu'a ce beau département le plus jeune de France. Et donc c'est tout volontiers que le ministre chargé en même temps Pitié pas les JO de 2024. Bah ça c'est intéressant, il faudra en parler avec Marie-Georges Buffet qui a été ministre des Sports. L'interministérialité de nos politiques publiques répond à vos questions. Il est vrai que dans ce département qui concentre aujourd'hui encore trop de précarité, les dispositifs se mettent en œuvre notamment avec le soutien des différentes collectivités locales pour faire en sorte de donner des perspectives à la jeunesse. Je ne veux pas me substituer à la ministre de l'Éducation nationale. Mais quand je vois aujourd'hui les questions de scolarisation des moins de 3 ans, la question du contenu des rythmes scolaires et notamment dans un certain nombre de municipalités particulièrement attentives à la question de la jeunesse, la lutte contre le décrochage scolaire, l'insertion. Le président de la République était la semaine dernière à Aubervilliers sur la question de la garantie jeune pour vérifier que ce dispositif mis en œuvre à l'initiative de votre majorité. Une députée employée, c'est rare. Oh, pas tant que ça. Rentrer à nouveau dans des processus d'insertion. Je me dis que nous devons tout mettre en œuvre pour que dans ces quartiers,
l'on n'est pas simplement l'image des problèmes que veulent poser quelques-uns, mais l'image de la réussite que veulent chacun des plus jeunes dans ces quartiers. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, qui temporise en tout cas sur cette question de Marie-Georges Buffet. Effectivement, le ministre de l'Intérieur qui parle de la Seine-Saint-Denis, en général, c'est toujours pour parler des débordements dans les banlieues, de la police, etc. Et là, Bruno Le Roux, il a voulu commencer sa réponse en rappelant qu'effectivement, la question de Marie-Georges Buffet était davantage sur la mise en avant des atouts de la Seine-Saint-Denis. Et donc Bruno Le Roux qui va dans le sens de la députée communiste en disant lui aussi que la Seine-Saint-Denis a beaucoup d'atouts et qu'il faut faire confiance à la jeunesse, tout ça. Avec l'image que l'on en fait chaque jour. Et je vous remercie de votre question, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. La parole est à Madame Stéphanie Pernaut-Baudon. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question mes collègues députés du département de l'Ain, Charles de la Verpillière, Xavier Breton, Michel Voisin et Damien Abad. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il est temps, en cette dernière séance de questions au gouvernement, de procéder à un bilan de votre quinquennat, notamment en matière d'emploi des jeunes. Et vous comprendrez que notre bilan ne sera pas forcément de la même teneur que le vôtre sur 2 sujets principaux. Le premier, c'est sur l'apprentissage. Depuis 2012, les chiffres de l'apprentissage ne cessent de baisser, avec un léger sursaut de moins de 1% en 2015. Et c'est une tragédie pour notre pays, pour plusieurs raisons. Parce que non, faites pas attention à son graphique de présence, Stéphanie Pernaut-Baudon. Elle vient d'être élue. Enfin non, elle vient pas d'être élue, elle a été élue il y a seulement un an, en juin dernier. Les entrepreneurs qui feront vivre notre pays. L'apprentissage est perdu aujourd'hui. C'est pour ça que c'est tout gris, notamment en matière économique. C'est tout gris depuis quelque temps, c'est normal. Elle vient d'arriver, elle a pris la suite de Étienne Blanc qui a démissionné en mars 2016. Ou des entreprises qui ne savent plus à qui elles versent la taxe. Et des centres aujourd'hui sont en difficulté parce qu'elles ne la touchent plus, dû à la complexité administrative que vous avez mise en place. L'autre bilan que nous trouvons absolument désastreux de votre gouvernement, c'est la formation professionnelle. Et là, vous nous avez fait quand même quelque chose d'exceptionnel, qui est le plan formation, pour lequel, un matin, le président de la République, qui n'a même pas eu le courage de se présenter devant les Français pour présenter son bilan, s'est dit qu'il créerait 500 000 formations afin de permettre l'inversion de la courbe du chômage. C'est tout à fait vrai, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mesdames, messieurs, mais c'est la vérité. Et pourquoi c'est la vérité? Parce que 1,3 milliard a été pris sur la dette pour mettre en formation des jeunes et aussi des chômeurs et leur demander si à un moment donné, ils ne pourraient pas aider le président à atteindre ses objectifs. Alors ma question est simple, Madame la Ministre, ne me parlez pas de 2012, je n'étais pas là, vous non plus. Quel bilan pouvez-vous faire de votre Stéphanie Pernaut-Baudon qui demande à Myriam El Khomri de bien vouloir ne pas faire le bilan depuis 2012 parce qu'elle n'était pas là et qui a semblé, j'ai trouvé ça bizarre, son argument consiste à dire que le gouvernement fait de la formation professionnelle pour améliorer les chiffres du chômage, mais comme si c'était une mauvaise chose, enfin j'ai pas bien compris. Je vous remercie de votre question et je vais permettre ici d'y répondre. Il y a quelques mois, vous dénonciez dans ce même hémicycle l'absence de résultats du gouvernement en matière d'emploi. Depuis, les faits vous ont donné tort. En 2016, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué et 100 000 demandeurs d'emploi en 2016, et ceci a été principalement au bénéfice des jeunes. Notamment, en 2016, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi sans activité a reculé de près de 8,8%. 6,4% s'agissant du département de l'Ain, que vous voulez bien évidemment, dont vous êtes élu. Sur l'apprentissage, j'ai reconnu ici dans cet hémicycle qu'il y avait eu des erreurs au début de ce quinquennat. Qu'en est-il aujourd'hui? Étienne Blanc, son prédécesseur, a démissionné parce qu'il est devenu vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez. Et en effet, l'apprentissage n'est pas une voie pour lutter contre le chômage. L'apprentissage est une voie d'excellence. C'est une voie d'excellence et 7 jeunes sur 10 aujourd'hui trouvent un emploi. Et nous le savons bien, dans l'artisanat, ce seront les employeurs de demain. Quel est notre constat aujourd'hui? L'aide TPE Jeune Apprenti, vous en avez parlé? Non, ça a permis justement de relancer l'apprentissage dans les petites entreprises. C'est une vraie voie d'excellence. Toutes les semaines, El Khomri doit justifier l'injustifiable. Là, pour le coup, vous êtes sévère, elle est en train de parler de l'apprentissage. Enfin, vous m'interrogez sur la formation. Permettez-moi de parler des emplois d'avenir qui ont permis, la moitié des jeunes en emploi d'avenir ont eu accès à la formation. La formation, ce n'est pas des stages
comme vous avez souvent l'habitude, ou comme le candidat que vous soutenez a l'habitude de rappeler la formation. Les axes de formation prioritaires permettent à 60% des personnes les plus en difficulté de trouver un emploi derrière. Cela permet d'améliorer la qualification tout autant que la garantie jeune. Nous sommes fiers d'avoir pensé ce dispositif. Merci, madame. La parole est à madame Fanny Dombrecoste. Voilà, c'était la réponse de Myriam El Khomri sur la Merci, question de l'apprentissage et de la formation. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, depuis 2012 et 2013, avec la loi de refondation de l'école de la République, nous avons investi massivement dans l'école. Son budget aujourd'hui est ainsi redevenu le premier budget de l'État. C'est un choix politique fort et assumé pour préparer l'avenir de nos enfants et donc de notre pays. Rétablissement de la formation des professeurs, création de 60 000 postes, priorité aux primaires, revalorisation du métier d'enseignant, de l'école maternelle au lycée. Depuis quelques années, les rentrées scolaires sont apaisées et ne génèrent plus de manifestations devant nos rectorats, comme c'était le cas avant 2012. Mais je souhaite ici évoquer plus particulièrement l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel est aujourd'hui une porte à double entrée, rapide et efficace, pour les jeunes qui ont plus tôt que les autres une idée du métier qu'ils veulent exercer, et une porte d'entrée aussi vers la poursuite d'études, vers l'enseignement supérieur. Cette voie a été longtemps dévalorisée, alors que les métiers préparés sont indispensables au développement économique, mais surtout ces filières professionnelles sont porteuses d'innovation et de parcours professionnels évolutifs. Aujourd'hui, des centaines de milliers de jeunes se forment au lycée professionnel, sont accueillis dans des entreprises, apprennent un métier et trouvent un emploi. L'enseignement professionnel est d'ailleurs l'un des plus sûrs moyens d'accéder rapidement au marché du travail. Fanny Dombrecoste, donc, qui pose une question sur les lycées professionnels. C'est une ancienne conseillère municipale de la ville de Montpellier. Elle est candidate à sa propre réélection en juin prochain. Et je précise qu'elle elle s'est conformée à la règle du non-cumul des mandats. Donc elle a démissionné du conseil régional du Languedoc-Roussillon. Et je précise qu'elle a fait une proposition de loi pour interdire les casiers judiciaires pour les candidats aux élections locales, législatives, sénatoriales et présidentielles. Il peut le modifier. Voilà, l'imposition du casier vierge pour tous les élus. Elle l'a proposé, cette loi. Et je ne sais pas où en est la loi dans le parcours législatif. Pouvez-vous nous dire ce qui a été fait depuis La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, monsieur. Et c'est la ministre de l'Éducation nationale qui va lui répondre. Madame la députée Fanny Dombrecoste, merci pour votre question. L'enseignement professionnel est en effet un des acteurs clés de l'alternance. J'entendais tout à l'heure ma collègue évoquer l'apprentissage. Il faut rappeler qu'à côté, nous avons tout de même 700 000 jeunes qui sont diplômés de l'enseignement professionnel et qui fournissent des réponses aux besoins économiques de notre pays qui sont absolument évidents. Ce dont souffrait l'enseignement professionnel ces dernières années, vous l'avez dit, c'était d'un manque d'attractivité et d'une fausse réputation, au fond, quand on voit ce qu'il s'y passe réellement. Trop cool ton service civique, j'ai tenu, climat. depuis 2 ans en particulier, à agir sur ces points en faisant en sorte que les élèves qui arrivent dans l'enseignement professionnel, d'abord, sachent pourquoi ils le choisissent. C'est ainsi que dès le collège, désormais, et dès la classe de 6e, par le biais du parcours à venir, les élèves entendent parler de la possibilité d'aller en alternance, ont des collèges qui sont jumelés avec des lycées professionnels ou des CFA, ce qui leur permet d'y faire des visites régulières et donc d'être sûrs d'eux lorsqu'ils font leur choix à la fin de la 3e. Vous l'avez rappelé, même quand ils arrivent en seconde professionnelle, depuis cette rentrée, ces mêmes élèves ont la possibilité jusqu'aux vacances de la Toussaint, s'ils considèrent que ça n'est pas fait pour eux, de changer d'orientation, ce qui est une nouveauté extrêmement importante et permet de lutter contre l'orientation subie. Ensuite, la deuxième question à laquelle il fallait répondre, c'est une fois qu'on est dans ces lycées professionnels, comment y est-on accompagné le mieux possible vers la réussite ? Plusieurs nouveautés. D'abord, désormais, des journées d'intégration au lycée professionnel ont systématiquement lieu au moment de la rentrée. Ensuite, avant que les élèves aillent en stage, puisque le stage est obligatoire, des préparations. Donc pour beaucoup, c'est la DER, je parle de ceux qui ne seront pas réélus. Évidemment, c'est exactement ça, Envisio. Enfin, beaucoup de députés mettent les pieds pour la dernière fois à l'Assemblée nationale. L'obtention du bac professionnel, nous avons décidé d'investir dans 500 nouvelles formations pour préparer au métier de demain, ainsi que dans 10 000 nouvelles places de BTS pour garantir une réussite dans l'enseignement supérieur à ces élèves. Voilà, c'est la réponse de la ministre de l'Éducation nationale, une réponse assez conventionnelle sur les dispositifs mis en place pour l'apprentissage. Des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Une question à Laurence Rossignol. Madame la ministre, contrairement à certains sur ces bancs,
Je suis fière de notre bilan et particulièrement en matière d'égalité femmes-hommes. Je suis fière que la loi contre le harcèlement sexuel ait été la première loi du quinquennat. Je suis fière d'avoir facilité l'accès réel à À la fin, ils l'IVG font et signer à leur la agenda aux copains ou pas? charge à 100% du forfait IVG et faciliter l'accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineurs de 15 à 18 ans. Que nous ayons notamment supprimé la notion de détresse, le délai de réflexion de séjour et le délit d'entrave. Dans le milieu professionnel, à caractéristiques d'emploi et d'âge égal, l'écart de salaire entre hommes et femmes est passé en 2013 sous les 10%. Je suis fière que près de 70% des entreprises de 1000 salariés et un tiers des entreprises de plus de 50 salariés soient désormais couvertes par un accord pour l'égalité professionnelle. Désormais, aucune entreprise ne peut accéder à la commande publique sans négocier au sujet l'égalité professionnelle. Je suis fière d'avoir favorisé l'entrepreneuriat au féminin, d'avoir inscrit dans le marbre de la loi ce qu'est un agissement sexuel, un agressement. On pourrait aussi parler du plan d'action ambitieux pour l'égalité filles et garçons à l'école, du travail contre les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires. Enfin, je suis particulièrement fière d'avoir favorisé... Marie-Hélène Fabre qui pose une question sous forme de satisfecit au gouvernement sur son action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marie-Hélène Fabre, la députée de l'Aude, qui a été conseillère municipale de Narbonne, En cas de non-respect de la parité pour les élections... qui dit toute sa fierté d'avoir soutenu le gouvernement dans ses différentes actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le milieu professionnel, et les violences faites aux femmes n'ont malheureusement pas disparu. Je rappelle qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales. 240 sont violées chaque jour. Ma question, Madame la Ministre, pouvez-vous, de votre point de vue, nous donner les résultats de l'ensemble des mesures mises en œuvre par le gouvernement en matière d'égalité femmes-hommes? Voilà, donc là on est typiquement dans la question Choupa. Votre action est merveilleuse, Madame la Ministre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire à quel point votre action est merveilleuse? Monsieur le Président, que je salue avec émotion, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Hélène Fabre, vous avez raison. Vous avez raison d'être fiers de ce bilan. Ce bilan, nous le devons d'abord à la mobilisation du Parlement, des délégations droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous le devons à la majorité de gauche de l'Assemblée nationale. Honnêtement, le gouvernement est très défendable sur ces questions. Également au gouvernement et à la société civile. Mais ces progrès, nous les devons d'abord aussi aux féministes qui sont là, sur ces bancs, ici, nombreuses et nombreux, ici aussi, un peu. Nous le devons également aux féministes du gouvernement et au soutien qu'elles ont toujours reçu des premiers ministres successifs, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, et au soutien constant du président de la République. Nous le devons également aux féministes du mouvement social et aux associations de défense des droits Laurence des Rossignol femmes. qui décide de répondre à la question de la députée Marie-Hélène Fabre en saluant à son tour l'action des féministes de l'Assemblée nationale, du gouvernement et de la société civile qui, selon elle, ont rendu possible cette action en faveur des femmes. Il y a eu les budgets, les financements, le budget droits des femmes a augmenté de 50%. Il y a eu les nombreux plans d'action, violences faites aux femmes, mixité dans les métiers, égalité professionnelle. Tous ces plans qui ont porté une politique qui a irrigué l'ensemble de l'action publique pendant 5 ans. Les droits des femmes n'ont pas été un secteur, un département de l'action ministérielle, mais ça a été une politique globale et collective. Aujourd'hui, cependant, souffle un vent mauvais sur la planète. La montée des conservatismes, des populismes, les injonctions religieuses, aujourd'hui menacent les droits des femmes. Alors le 8 mars, la France prendra une initiative internationale pour que la fameuse phrase de Simone de Beauvoir « Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient menacés ». Soyez vigilantes, nous disait Simone de Beauvoir, nous sommes vigilantes et déterminées. Merci, et voilà, ça finit avec une citation de Simone de Beauvoir. Pardon. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Lors de son élection en 2012, François Hollande avait promis de se consacrer au redressement productif du pays. L'industrie allait être une priorité du quinquennat. Qu'en est-il 5 ans après? Force est de constater que le bilan est également sur ce plan particulièrement désastreux. Pourtant, tous les indicateurs étaient au vert. Prix du pétrole bas, taux d'intérêt proche de zéro, euro relativement faible. Mais alors que l'industrie représente 30% du PIB en Allemagne, 24% en Italie, en France, cette part est tombée à 19%. Et nous avons perdu 170 000 emplois industriels entre 2012 et 2016, sans compter les emplois de services qui y sont attachés. La raison de ce fiasco, la multiplication des normes et règles nouvelles, comme le compte pénibilité et le matraquage fiscal des entreprises et des consommateurs.
Mais je veux également dénoncer avec force l'abandon répété de fleurons industriels avec une responsabilité partagée entre François Hollande et son fils spirituel Emmanuel Macron et ses amis. C'est ainsi que tous ensemble, ils ont signé l'arrêt de mort d'Alstom Energy, cédé à l'américain General Electric dans un secteur pourtant stratégique dans lequel la France a toujours été leader. On nous promettait la création de 1000 emplois, ces 1000 emplois qui ont été supprimés. Que dire encore du rachat d'Alcatel-Lucent par le Finlandais Nokia en 2015 ou encore du naufrage pour la prise en compte en mai 2016 de Technip par l'américain FMC, une entreprise française reprise par une entreprise américaine qui aurait été en difficulté, un rachat que nous aurions pu empêcher. Une phrase résume tout. Elle a été prononcée par Emmanuel Macron quand je l'interpellais dans cet hémicycle sur la nécessité pour le gouvernement français de sauver MyFerryLink, ex-SeaFrance, dernière compagnie française transmanche de transport de passagers. On ne peut rien faire. Alors ma question est simple. Monsieur le Premier ministre, avez-vous conscience... Daniel Fasquelle qui pose une question en taclant le gouvernement sur son action en faveur du redressement productif. Il a cité les différents chiffres de la part de l'industrie dans le PIB, en citant 30% pour l'Allemagne et seulement 19% pour la France. Je précise qu'il est le maire du Touquet-Paris-Plage depuis 2008. Il est professeur de droit à l'université de la Côte d'Opale, doyen depuis 2010. En matière de perte d'emplois industriels, la majorité précédente peut parler avec Christian Eckert, 700 000 on ne l'arrêtera jamais, qui ont été perdus durant la précédente législature. À l'heure où s'achève celle-ci, monsieur le député, je voudrais quand même vous indiquer un certain nombre d'éléments. Au cours de l'année 2016, on est 2000 followers sur Twitch, ça fait plaisir, merci à tous, merci beaucoup. Dans le secteur marchand. Cherchez donc entre 2007 et 2012, pareille statistique. Vous parlez de secteur abandonné, monsieur le député. Je voudrais quand même souligner l'attention du gouvernement sur un certain nombre de secteurs en difficulté. Je pense à la filière nucléaire, je pense à la filière ferroviaire. Ce gouvernement est mobilisé pour soutenir les filières. Il l'a prouvé notamment sur le dossier Alstom. Il le prouvera sur d'autres dossiers, je pense notamment à la filière nucléaire. Alors, monsieur le député, ce gouvernement a permis de remettre la France industrielle en marche par des mesures que vous n'avez pas votées. Vous n'avez pas voté le suramortissement pour les entreprises, vous n'avez pas voté l'extension du crédit d'impôt compétitivité emploi. Christian Eckert qui décide de ne pas se laisser faire et de renvoyer dans ses cordes l'opposition à son propre bilan. Celui de l'Allemagne. Alors plutôt que nous donner des leçons, vous feriez mieux de vous en tenir à la réalité. Merci. Voilà, c'était la réponse du gouvernement sur la question de la perte des emplois industriels. On arrête maintenant avec cette ambiance de fin d'année scolaire. Et on va écouter la question Les enfants. de monsieur Yves Gégaud. Oui, monsieur on se calme. le Président, mesdames et messieurs, ma question s'adressait au Premier ministre, mais je crois qu'il n'est pas là. Elle s'adressait au ministre de l'économie et il n'est pas là. Donc on verra qui me répond, Monsieur le Président. Elle rebondit sur ce qui vient d'être dit sur la vérité. En août 2015, au forceps, cette Assemblée adoptait la loi dite Macron. 200 heures de débat, une situation dont chacun se souvient, pour un texte dont il était dit dans ces éléments qu'il allait régler la croissance et le problème de l'activité. C'est d'ailleurs le titre de la loi, loi pour la croissance et l'activité. On en est à la combienième? On est à la 7e question sur 15. Monsieur le ministre, même s'il est toujours déplaisant de faire part de son bilan à la part d'un quinquennat, mais à force de faire le bilan du quinquennat précédent, vous allez oublier vos propres responsabilités. Ma question, elle concerne vos responsabilités. La loi Macron, manifestement, n'a créé ni la croissance. Le chiffre du gouvernement qui prévoyait 1,4% de croissance a été battu en brèche puisque nous avons un peu plus d'1%, étant le pays le plus faible en matière de croissance de tous nos voisins
de l'Europe et elle n'a évidemment pas inversé la courbe du chômage, malgré les souhaits de Mme El Khomri. Madame la ministre, pourquoi le président de la République aurait-il renoncé à se présenter si la courbe du chômage avait été vraiment inversée? Yves Gégaud qui attaque fortement la majorité en rappelant effectivement que le président de la République ne s'est pas présenté à sa propre succession, notamment parce qu'il n'a pas réussi à rehausser la courbe du chômage. Yves Gégaud qui a été secrétaire d'État à l'Outre-mer entre 2008 et 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy et qui donc pose une question pour tirer le bilan de la loi Macron 2 ans après non pas son vote, mais son passage en 49.3. Aboutissent à un échec considérable pour le pays. Voilà, il parle d'un échec considérable pour le pays à propos de la loi Macron. Secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Ah, il a de la chance. Merci, Monsieur le Président. C'est Valigny qui va lui répondre. Monsieur Gégaud, que je cherche. Je le vois. Je vais vous répondre très clairement, Monsieur le député, sur cette loi croissance et activité, en vous donnant des exemples précis et chiffrés. D'abord, sur les professions réglementées, la loi les a ouvertes et elle permet la liberté d'installation pour les notaires notamment, ce qui contribue à un meilleur accès à cette profession et ce qui contribue aussi à un meilleur maillage. Inverser la courbe de chômage et pas rehausser, oui, pardon. Et nous savons tous à quel point le notariat est important, notamment en zone rurale. Sur les autocars, les fameux autocars. Les notaires, c'est pas les mecs qui sont pleins de la loi Macron, justement. Et on assiste à un essor considérable du marché du transport par autocar. Fin 2016, 6 700 000 passagers avaient été transportés et 1 550 emplois avaient été créés, toujours grâce à cette loi croissance et activité. Enfin, sur les relations commerciales, la loi dont vous parlez a renforcé les capacités de sanction pour pratiques commerciales abusives et déséquilibrées, et les amendes peuvent aller maintenant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, et c'est très important. Toutes ces mesures mises les unes avec les autres, mises bout à bout, contribuent effectivement, comme c'était son objectif, celui de la loi, à rendre Je te regarde depuis la BU de Nanterre, t'as bien raison. À ouvrir la concurrence et à faire en sorte que la France aille mieux en 2017 qu'en 2012. Voilà, André Valigny qui fait une réponse. De cas, ça se fait, GG. Merci Mathis, ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour ton don. En tout cas, André Valigny qui a répondu sur le mode. Ma question s'adresse. Voici des exemples concrets de la loi Macron. J'ai été alerté, Madame la Ministre, par des parents d'enfants en situation de handicap qui se sont vus refuser par certaines caisses d'assurance maladie le remboursement des soins effectués par des professionnels libéraux pour leurs enfants pris en charge par des centres d'action médico-sociale précoce. Ces centres ont des équipes pluridisciplinaires qui suivent ces enfants de leur naissance jusqu'à 6 ans. Il leur arrive d'adresser les familles à des kinésithérapeutes ou orthophonistes libéraux lorsque les délais d'attente sont trop longs ou lorsque les familles vivent trop loin. Cette prise en charge rapide. Ils connaissent les questions à l'avance vu qu'ils ont des fiches. Non, pas nécessairement. Là, en l'occurrence, Yves Gégaud avait mis un tweet pour expliquer qu'il poserait une question sur ce sujet-là. Enfin, c'était pas Yves Gégaud, excusez-moi, celui qui vient de poser la question. Si, c'est Yves Gégaud, pardon. Un article du Code de l'action sociale et des familles. Donc lui, en l'occurrence, il a prévenu tout le monde qu'il allait poser une question sur ce sujet-là. Libéral, lorsque pour des raisons d'intensité ou de technicité, il ne peut pas répondre à tous les besoins des enfants. Mais depuis quelques années, on note de la part de certains CPAM un refus de ces prises en charge en libéral. Les associations sont mobilisées depuis plus de 2 ans, mais malgré les promesses de la secrétaire d'État en charge du handicap et à l'absence d'instructions réglementaires officielles, la situation est toujours bloquée. Les parents sont donc obligés de payer d'eux-mêmes les séances, parfois plusieurs centaines d'euros par mois, ou de renoncer aux soins pourtant essentiels à leurs enfants, faute de moyens financiers suffisants, ce qui est inadmissible dans notre pays où le principe de la solidarité nationale est fondamental. Dino Cinieri, le député de la Loire, qui pose une question à la ministre de la Santé sur la prise en charge de certains enfants dans certaines conditions. J'ai pas bien compris dans quelles conditions, mais en tout cas, il dénonce le fait que des enfants apparemment se sont fait refuser des soins ou des remboursements de soins. Avec pour seul objectif l'intérêt de ces familles en souffrance. C'est pourquoi, Madame la Ministre, à l'occasion de cette dernière séance de questions de la législature, j'espère que vous nous confirmerez que vous allez donner dès aujourd'hui des instructions aux caisses d'assurance maladie. Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. C'est Ségolène Neuville qui va lui répondre. Merci, Monsieur sur le Président. ces familles en détresse. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cinieri, je veux vous remercier de votre question et je veux aussi saluer votre engagement dans le groupe d'études autisme et pour le handicap en général, mais je veux aussi saluer l'engagement de tous les députés ici présents
dans les sujets du handicap et de l'autisme, car je vous sais tous très impliqués. Les centres d'action médico-sociale Cinieri, il soutient précoce, Fillon, je ils crois jouent un pas. rôle essentiel dans la prise en charge. Non, il a soutenu Sarkozy pendant la primaire. Aujourd'hui, il soutient probablement François Fillon. Des interventions précoces qui permettent de diminuer les conséquences du handicap et donc d'avoir accès à une vie la plus ordinaire possible. C'est donc une priorité du gouvernement de soutenir ces centres d'action médico-sociale précoce. Et je veux vous dire qu'entre 2012 et 2016, c'est plus de 20 millions d'euros qui ont été investis pour ces centres et en plus 17 millions au titre du 3e plan autisme. Ce que vous signalez est tout à fait exact. Il y a effectivement un sujet sur ce qui pourrait être considéré par l'assurance maladie comme des doubles prises en charge. C'est-à-dire que pour certains enfants, les centres d'action médico-sociale précoce acceptent de les prendre en charge alors même qu'ils n'ont pas assez de professionnels. Et du coup, ils les orientent vers des professionnels libéraux. Et l'assurance maladie, certaines caisses primaires, refusent de prendre en charge ces professionnels libéraux. C'est un sujet pour lequel j'ai été alertée dès l'année dernière. Et en 2016, j'avais donc demandé de bénéficier, d'avoir des rapports d'activité pour ces centres. Et depuis cela, donc, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, je vous l'annonce aujourd'hui, a demandé au directeur général de la CNAM, la semaine dernière ou la semaine d'avant, le 20 février, elle a demandé donc que tous les enfants puissent être pris en charge au mieux, c'est-à-dire que ce soit. Donc en fait, c'est des enfants qui sont pris en charge dans des centres spécialisés, qui vont consulter en libéral et qui ne sont pas remboursés pour leur consultation en libéral parce que l'assurance maladie estime qu'il y a une double prise en charge. Et Ségolène Neuville qui annonce que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a saisi le directeur de la CNAM pour lui demander d'être plus attentif à cette situation-là et pour que les enfants puissent être remboursés. La parole est à Monsieur Michel Destot. Monsieur le Président, Michel Destot. Merci sincèrement. Permettez-moi d'associer à ma question mes excellentes collègues Bernadette Laclais et Béatrice Santé. Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports, les parlements français et italiens ont désormais ratifié l'accord entre nos deux pays pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. La réalisation de ce tunnel de 57 km reliant Saint-Jean-de-Maurienne à Suse est un projet stratégique majeur pour l'Europe. Majeur au plan environnemental d'abord. L'objectif de cette ligne mixte, c'est un report modal massif de la route vers le rail permettant d'économiser 1 million de tonnes par an de gaz à effet de serre. Pour les vallées alpines et notamment celles de la Maurienne, comme pour le littoral méditerranéen, c'est un avenir enfin plus respectueux et des populations et de l'environnement que dessine ce report modal. Projet majeur aussi au plan économique en confortant notamment le corridor Lisbonne-Budapest qui correspond à 18% de la population et à 17% du PIB de l'Union européenne. Au total, on pourra dénombrer 9 tunnels de base ferroviaire sur l'arc alpin, dont 2 de même importance que le Lyon-Turin, le Brenner et le Saint-Gothard. Le coût de ce chantier correspondant au tunnel de base a été estimé et certifié à hauteur de 8,6 milliards d'euros. 8,6 milliards d'euros pour un tunnel. Le financement est réparti entre l'Union européenne, la France et l'Italie. Avec mon collègue sénateur Michel Bouvard, nous avons exploré au cours d'une mission parlementaire le financement de ce projet, notamment à partir de la mise en œuvre de la directive Eurovignette. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, dans le prolongement des annonces faites en juillet dernier par Manuel Valls, alors Premier ministre, les prochaines étapes de ce projet essentiel et préciser les modalités de financement. Michel Destot, en tout cas, qui pose une question. Il a été maire de Grenoble, président de l'association des maires de grandes villes de France, ancien président de cette association. Il est chargé de l'industrie et des entreprises au sein du Parti socialiste. Le député Michel Destot, je précise qu'il est ingénieur du génie atomique. De l'accord entre la France et l'Italie sur il a un doctorat en physique nucléaire. Putain, classe. Vient d'être publié au journal officiel. C'est donc un fait, le Lyon-Turin n'est désormais plus un projet, c'est un chantier dont la mise en œuvre est prévue en 2029 et qui permettra à la fois, vous l'avez rappelé justement, de renforcer l'attractivité de nos territoires, de stimuler l'emploi et de répondre à nos engagements pris en faveur du développement durable en favorisant le report modal. La part française est estimée à 25% du coût du projet, soit 2,21 milliards d'euros en valeur 2012, en tenant compte du financement attendu et important
de l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne finance 40% de ce projet, ce qui montre son importance. Lors de l'inauguration du tunnelier, le 21 juillet dernier, Manuel Valls a confirmé l'engagement de la France sur toute la durée du chantier, de l'ordre de 200 millions d'euros par an, de 2017 à 2029. Il a annoncé que cela ne pèserait pas exclusivement sur le budget de l'État, puisqu'il pourrait bénéficier du Fonds de développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin, alimenté par les résultats des sociétés exploitant les tunnels routiers du Mont-Blanc et du Fréjus. Reste la question de la mise en œuvre du rapport excellent que vous avez fait avec Michel Bouvard sur l'utilisation de ce que l'on appelle l'Eurovignette. Vous participez en ce moment à un approfondissement. Ça fait 7 millions d'euros par mètre de tunnel. Ah ouais, c'est beaucoup. Après, c'est pas de l'argent qui est cramé, hein. C'est de l'argent qui est investi, enfin, qui sert à payer des gens. Réfléchit à modifier, mais c'est important, cela reste d'actualité, et je pense que ce projet, qui est aujourd'hui une réalité, est à mettre au bilan du gouvernement. Voilà, le tunnel entre Lyon et Turin qui devient un vrai chantier. Dans lequel l'État est engagé, tout ça. Mes chers collègues, ma question concerne également le ministre des Transports. Le projet du Grand Paris Express, c'est-à-dire l'amélioration qui est si nécessaire des transports collectifs en Île-de-France, a été lancé en 2010 par Nicolas Sarkozy. Et ce projet a été non seulement confirmé, mais aussi complété par le gouvernement Ayrault, en prenant mieux en compte la nécessité, d'une part, de construire des lignes nouvelles de banlieue à banlieue, mais aussi l'urgence de moderniser les lignes existantes de RER. Et grâce à cette continuité de l'action de l'État et de la région d'Île-de-France, et je veux saluer cette continuité, les travaux de ce gigantesque chantier, 30 milliards d'euros, démarrent. Les premiers tunneliers vont commencer à creuser la ligne 15 au sud de Paris dès la fin de cette année. Et la Société du Grand Paris, maître d'ouvrage, lance des appels d'offres qui permettent la création de plusieurs milliers d'emplois. Mais surtout, des millions de banlieusards commencent à reprendre espoir tant nos conditions de transport, en particulier domicile-travail, se sont dégradées. Par exemple, sur la ligne A, 1 million de voyageurs chaque jour, elle est tellement voyageurs, pas de chargée voyeurs. que le moindre incident... Parce qu'un million de viewers, ça fait quand même beaucoup. Hein. Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous rassuriez sur le déroulement de ce magnifique chantier. D'une part, Gilles Carrez, le député Les Républicains, qui pose une question au gouvernement sur le Grand Paris Express. Vous savez, c'est cette grande ligne de métro autour de Paris. Il vient du Val-de-Marne, président de la Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. Quand même, il est président de la Commission des Finances. C'est quand même pas rien. Il a étudié à HEC et à l'ENA et il soutient François Fillon. Les budgets sont tenus. Merci. Et Gilles Carrez, c'est lui la loi Carrez. Vous savez la loi Carrez sur la mesure de la surface d'un logement? C'est lui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des Finances, je vous remercie pour votre question et d'avoir mis l'accent d'une part sur la continuité, puisque ce projet a été initié sous une autre majorité et qu'il a été poursuivi avec l'investissement de beaucoup d'élus sur tous les bancs. Et deuxièmement, je rejoins vos propos sur une question qui rejoint d'ailleurs la question de Marie-Georges Buffet. Je suis de ceux qui pensent que la mobilité est d'abord une question sociale et que dans cette interrogation que nous avons aujourd'hui sur l'avenir de nos banlieues, d'un certain nombre de quartiers, ce projet-là est probablement pour l'avenir l'un des projets les plus porteurs d'une réponse positive et finalement que nous soyons tous d'accord pour le mettre en œuvre me paraît une bonne nouvelle pour la démocratie au moment où certains essayent de la dénigrer. J'ajoute qu'aujourd'hui, il nous faut de la vigilance. Comme président de la Commission des Finances, vous en avez. Parce que nommé par François Hollande à cette commission, non, il n'a pas été nommé, il a été élu. Je précise effectivement que, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, au sein des commissions de l'Assemblée nationale, l'équilibre politique est le même qu'au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc la gauche est majoritaire dans les commissions, la droite est minoritaire, etc. Il y a une exception à ça, c'est depuis Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a décidé, quand il a été élu en 2007, que la commission des finances de l'Assemblée nationale n'allait pas être présidée par un mec de droite, mais elle allait être présidée par un mec de l'opposition. Donc
du à la PS. politique, monsieur le C'était Président. la politique terminer, d'ouverture de vous me Nicolas permettrez, Sarkozy qui par voulait adresser un avoir des salut personnalités de la républicain société à civile dans son l'ensemble des gouvernement et députés voilà, il voulait français donner des gages à l'opposition pour bien travailler. Et donc c'est Didier Migaud qui s'est retrouvé, c'était un député PS qui était président de la commission des 5 ans finances. au gouvernement, dans tous les cas, je suis fier d'avoir servi la France et la République. Et donc là, vous avez la même chose en fait. Hollande a continué cette tradition initiée par Nicolas Sarkozy en disant ok, la commission des finances, exceptionnellement, va être présidée par un mec du camp d'en face. Éric Alauzet. C'est au tour d'Éric Alauzet de poser une question. Monsieur le ministre de la Justice, ma question porte sur les compétences et l'indépendance du parquet national financier et des magistrats, puisque vous avez été conduit à vous exprimer publiquement sur ce sujet suite à des attaques politiques inadmissibles. Certains n'hésitant pas à parler de coup d'État institutionnel. Attention, on parle de Fillon là. D'instrumentalisation politique, usant d'une stratégie réservée jusque-là à l'extrême droite. Désormais, les affaires financières pénales seront découvertes plus vite et plus tôt, échappant ainsi à la prescription pénale recherchée par certains. Mais il n'y a aucune crainte à avoir concernant l'avancement des affaires en cours. Que ces pourfendeurs de la République le veuillent ou non, la transparence progresse dans notre pays, malgré eux et l'absence de leur soutien à la plupart des lois de transparence adoptées ici et parmi lesquelles on peut citer en 2013 la loi sur la transparence de la vie publique avec l'obligation pour les élus de communiquer leurs revenus et leur patrimoine. Toujours en 2013, la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière avec la création précisément du procureur de la République financier. En 2016, la loi contre la corruption dans le milieu des affaires après que plusieurs de nos grands groupes multinationaux se sont vus condamnés aux États-Unis à des amendes de plusieurs milliards d'euros. Hier, l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères vis-à-vis de leurs sous-traitants. De ce côté de l'hémicycle, nous pouvons être fiers d'avoir fait progresser notre démocratie vers plus de transparence. Accro va suivre le discours de Bayrou, oui. Je suis fier, avec la gauche et les écologistes, d'avoir reçu le soutien du gouvernement dans le cadre de la loi bancaire pour imposer aux banques la communication publique de leurs résultats financiers partout dans le monde pour agir contre l'évasion fiscale. Éric Alauzet qui se félicite et félicite la gauche et le gouvernement d'avoir mis en place la transparence financière avec l'obligation pour tous les grands groupes de publier leurs résultats dans le monde entier. Pour lutter contre la fraude fiscale, Éric Alauzet, il est médecin acupuncteur, il est élu du Doubs et il a été au conseil municipal de Besançon. Monsieur le Président, membre d'Europe Écologie Les Verts, il est proche de François de Rugy. Préciser quelles sont les fonctions du procureur de la République financier, puisque tel est son nom. J'entends souvent utiliser une autre expression, la loi que vous avez votée, le baptise procureur de la République financier. Il partait de quel constat, il poursuivait quelle ambition? Un constat très simple. Un certain nombre d'infractions financières, boursières, sont d'une telle complexité qu'elles nécessitent justement une technicité accrue pour permettre de combattre cette forme-là de délinquance aussi. L'ambition, c'était justement. Pourquoi il marque toujours socialiste, écologiste et républicain? Normalement, ils sont que d'un seul parti. Non, c'est pas un parti, c'est un groupe parlementaire. Astucieuse ou dissimulée. Voilà. Le groupe socialiste, écologiste et républicain, le groupe SER. C'est son nom, socialiste, écologiste et républicain. Il y a maintenant 15 magistrats qui. Bref, Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, qui profite de la question d'Éric Alauzet pour préciser les missions du parquet national financier. Vous savez, le fameux parquet national financier qui est sous le feu des critiques du camp François Fillon, puisque c'est lui qui est en train d'enquêter et va peut-être mettre en examen le candidat François Fillon tous les parquets de France est dirigé sur par un son procureur. possible emploi fictif de sa femme. De la manière la plus habituelle, simplement avec une pratique constante qui est à l'honneur de cette majorité et que nous avons continué à respecter, même si Michel Rocard avait aussi procédé de la même Féliciter façon. le bilan de Hollande, c'est vraiment être Un procureur négationniste. dans ce pays est nommé par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature est une instance constitutionnelle composée de magistrats, composée de personnalités qualifiées dont aucune n'appartient ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Chaque fois que j'ai proposé la nomination d'un procureur, j'ai respecté l'avis du Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le premier président de la Cour de cassation et personne ici, j'imagine, ne va mettre en doute l'indépendance du premier président. Bref, dans cette législature, la transparence a progressé. Merci, la parole. Voilà, Jean-Jacques Urvoas qui s'envoie des fleurs et envoie des fleurs à la majorité sur la transparence en matière politique et financière. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Olivier Dassault, le fils de Serge. Nos TPE-PME, qui représentent 99% des entrepreneurs français, sont terriblement déçus. Malgré le CICE, les charges restent trop élevées, leur taux d'imposition est l'un des plus hauts d'Europe.
À cause des seuils et des normes trop rigides, ces entreprises n'osent pas créer de nouveaux emplois. Pourquoi n'avez-vous pas cessé, durant ce quinquennat, d'alourdir l'addition? Les chiffres sont têtus, mais ils sont là. La France tourne au ralenti, sa croissance vivote, bien en dessous de celle de nos voisins. Notre nation paie très cher, trop cher, votre politique économique trop timide. Le groupe Les Républicains se réjouit néanmoins que la loi égalité réelle permette de réserver une part des marchés publics d'outre-mer à leurs PME. Mais pourquoi ne pas élargir son application à l'ensemble de notre territoire national? Depuis 2012, votre majorité en parle, le souhaite, mais n'ose pas. Dommage pour nos TPE-PME qui ont du mal à accéder à la commande publique, malgré une réforme visant à simplifier, à réorganiser et à donner plus de transparence. En fait, elle alourdit le travail des communes, qui doivent se justifier sans pour autant privilégier les entrepreneurs locaux. Pire encore, il est demandé aux volontaires plus de paperasse, plus d'expertise, en un mot, plus d'argent dépensé. Quel prix à payer pour participer Olivier à notre Dassault, vie le des député marchés le plus riche de l'Assemblée Donc, monsieur le nationale. Je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure dans le chat. Eh ben, c'est lui, figurez-vous. Il a, je crois, 4 millions d'euros de revenus annuels à peu près. Olivier Dassault, donc c'est le fils de Serge Dassault. Il est vice-président du groupe de presse Valmonde, Valeurs Actuelles, Jour de chasse, etc. Il est président du conseil de surveillance du groupe Dassault. Oui, non, c'est ça, j'avais un doute, c'est bien ça. Il est par ailleurs commandant de réserve de l'armée de l'air, député de l'Oise. Et il a parrainé Jean-François Copé pour la primaire de la droite. Allez-vous réagir? Et si oui, comment? Merci, monsieur Dassault. La parole Voilà, est à on sait monsieur qu'il a des Christian positions Eckert, très libérales sur secrétaire d'État économiquement chargé du parlant, budget et des comptes et donc il publics. pose une question pour défendre Oui, les merci, PME monsieur et les le TPE président. S'il vous plaît, au gouvernement. je vois qu'on approche de la fin de cette séance, mais Monsieur quand même... Monsieur le député Dassault, votre plaidoyer pour les PME, TPE est saisissant et je reconnais bien là en vous la capacité de maîtriser l'ensemble des panels des outils économiques, depuis les plus petites entreprises jusqu'aux plus prestigieuses. Certains suggéraient que... Christian Eckert qui tacle gentiment Olivier Dassault en disant, dis donc, entre les toutes petites et les très très grosses entreprises, vous défendez tout le monde, c'est beau. Qui ont été prises par ce gouvernement. Ce gouvernement, mesdames et messieurs, il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de contrat de la commande publique excluant d'office les PME. C'est ainsi 1,5 milliard d'euros qui sont ouverts aux PME. Il n'y a plus d'élimination des PME au stade de l'analyse des candidatures, puisque désormais l'exigence de chiffre d'affaires ne peut plus dépasser 2 fois la valeur estimée. Rassurez-vous, madame, ça va s'arrêter, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, vous suggérez... Christian Eckert, il se fait gueuler dessus par une députée de l'opposition. D'étendre une disposition qui a été adoptée dans la loi Monsieur Outre-mer. Meunier, gardez vos munitions. Monsieur le député, pour être très précis avec vous... Ah, ils sont vénères dans l'opposition, putain. Un certain nombre de problèmes constitutionnels par rapport à l'égalité de traitement dans les marchés publics et ne saurait en l'état être reproduite. En tout cas, le gouvernement a parfaitement conscience et il a pris les mesures pour ouvrir les marchés publics aux petites et moyennes entreprises comme aux plus grosses. Voilà, le gouvernement a ouvert les marchés publics aux TPE et PME. C'est en somme la réponse de Christian Eckert à cette question d'Olivier Dassault. Madame la secrétaire d'État à la consommation, le démarchage téléphonique est devenu un véritable fléau dans le pays. Oh, grave. À tel point que 9 Français sur 10 se disent aujourd'hui excédés par ces méthodes commerciales particulièrement agressives. L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir a d'ailleurs lancé une pétition qui a d'ores et déjà recueilli près de 75 000 signatures. Votre gouvernement a pourtant créé un dispositif appelé Blocktel pour contrer ce harcèlement téléphonique. S'il permet à nos concitoyens d'inscrire leur numéro de téléphone sur une sorte de liste rouge du démarchage téléphonique, il n'a pas résolu le problème et loin s'en faut. Prévu par la loi consommation de mars 2014, la fameuse loi Hamon, du nom d'un ancien membre de ce gouvernement, il a fallu attendre plus de 2 ans pour que ce système entre enfin en fonctionnement. Si à première vue c'est un succès, avec près de 3 millions d'inscrits en 6 mois, malheureusement, nos concitoyens ont vite déchanté, car rien n'a en effet changé depuis leur inscription sur ce fameux Blocktel. Le harcèlement continue
et les téléphones sonnent toujours autant. Je suis témoin. À cette gêne subie au quotidien s'ajoutent les escroqueries. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais moi je suis appelé en permanence par des démarcheurs, j'en ai ras le bol. La commerciale est en effet celle qui suscite le plus de litiges de consommation, notamment auprès des personnes les plus vulnérables, qui donnent parfois leur accord à des abonnements ou à des achats sous pression. Madame la ministre, Blocktel est un échec. Pour nos concitoyens, il ne suffit pas de vouloir un futur désirable, pour paraphraser l'auteur de cette loi. Ce qu'attendent nos concitoyens, ce sont au contraire des décisions pragmatiques qui donnent des résultats. Stéphane Demilly qui a cité indirectement Benoît Hamon, puisque c'est bien Benoît Hamon qui a été l'auteur de la loi consommation, qui a créé Blocktel, la liste sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour ne plus être démarché téléphoniquement. Stéphane Demilly, député UDI de la 5e circonscription de la Somme, maire d'Albert depuis 1989. Et c'était un soutien d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite et du centre. La parole est à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. C'est la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, qui va lui répondre. Si nous évitions de polémiquer sur Blocktel. De quoi s'agit-il? D'un sentiment partagé par bon nombre de nos concitoyens qui se sentent harcelés dans leur quotidien, dérangés par du démarchage téléphonique qui cible notamment les personnes les plus fragiles qui peuvent choisir de souscrire à des offres commerciales qui sont synonymes d'abus. C'est justement pour répondre à cet enjeu que le gouvernement a lancé Blocktel il y a 9 mois. On peut dire que c'est une plateforme qui est encore en cours de gestation. Alors, l'esprit de la loi de Benoît Hamon était le suivant: protéger la tranquillité des Français dans le respect de leur consentement et de leurs données personnelles. Face à cela, que nous a dit l'opposition ? Que nous ont dit les entreprises et les fédérations professionnelles? Quoi? Trop de normes, de la surréglementation. Pourquoi la France agirait-elle seule? Eh bien, nous avons poursuivi le chemin aux côtés des associations de consommateurs, tout en regrettant qu'un député comme vous, par exemple, monsieur, n'ayez pas voté avec nous cette loi. Mais aujourd'hui, faisons le constat objectif, 3 millions de Français inscrits, l'identification d'une problématique très réelle à laquelle nous nous efforçons de répondre. Les contrôles de la DGCCRF ont été renforcés, plus de 150 entreprises ont été évaluées, 50 amendes ont été prononcées. C'est pas très clair la réponse de la ministre parce que... Le ping call qui a été révélé comme pratique abusive par cette plateforme. Stéphane Demilly. Ce sont les fraudes aux numéros surtaxés. Ouais. Eh bien, ensemble, Stéphane Demilly, elle avait l'air assez claire sur sa question. Vous avez mis en place un blocage des démarchages téléphoniques et pourtant les téléphones continuent de sonner, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et à part expliquer qu'il y a eu des contrôles qui ont été faits, la réponse de la ministre n'était quand même pas top. Au Premier ministre, c'est la dernière question des Républicains sur le bilan de votre action gouvernementale. Ah, Alain Marty qui va poser la dernière question des Républicains. De François Hollande, le nombre des chômeurs, écoutez bien, a augmenté d'1 154 000 personnes. Catégorie A, B et C, ce sont les chiffres de la DARES. Les Français sont les champions d'Europe des charges et des taxes. Sur une année, les Français donnent plus de la moitié de leur salaire à l'État. Un des engagements de François Hollande était le retour à l'équilibre budgétaire. Nous en sommes loin. Chacun ici sait que nos communes ont vu des baisses massives de dotations qui nous amènent dans de grandes difficultés. Je rends hommage au personnel communal qui aide les élus à avoir une gestion rigoureuse pour essayer de préserver quelques crédits d'investissement. Devant ce bilan, je connais votre dialectique. Votre dialectique, c'est enjoliver votre bilan et critiquer vos prédécesseurs. Ce jeu politicien fait réagir votre majorité qui a besoin de la méthode Coué. Nos concitoyens ne sont pas dupes pour autant. Dans ma circonscription, je rencontre aucun habitant qui partage vos éléments de langage. D'ailleurs, les candidats de gauche à l'élection présidentielle défendent nullement votre bilan, ils le critiquent ou ils sont étrangement muets. Je vais vous poser une question. Alain Marty qui tape fort. J'espère en fin de législature avoir une réponse. Si votre bilan vous paraît satisfaisant, pourquoi François Hollande a-t-il décidé de ne pas le défendre devant les Français en renonçant de se présenter à l'élection présidentielle?
Alain Marty qui tape fort en rappelant que le président François Hollande ne défendra pas son propre bilan devant l'élection. Je précise qu'Alain Marty a soutenu François Fillon à la primaire de la droite, même s'il s'est déclaré déçu par François Fillon après les révélations du canard enchaîné. Tout d'abord, j'ai oublié de le faire. Le Premier ministre, vous le savez, il l'avait annoncé la semaine dernière, est en Chine et ne peut vous répondre. Le ministre de l'économie et des finances est pris par des engagements internationaux cet après-midi et vous prie de l'excuser. Ceci étant, monsieur le député, ce gouvernement n'a pas besoin de porte-parole parmi les candidats ou ailleurs pour défendre son bilan. Son bilan, nous vous l'avons déjà dit, c'est d'avoir, redressé les comptes publics de façon substantielle et extraordinaire, 2, d'avoir redonné de la compétitivité à nos entreprises comme jamais, monsieur le député, d'avoir mis en place un certain nombre de soutiens aux filières, des plans de formation en lien avec les régions. Et c'est la fierté de ce gouvernement, après avoir trouvé, c'est vrai, vous l'avez d'ailleurs rappelé, une situation désastreuse, nous avons tout fait pour redonner à ce pays un espoir de redressement à la fois des comptes, de la compétitivité et donc de l'économie. Alors, vous pouvez toujours... Christian Eckert qui aura été la roue de secours de cette séance de questions au gouvernement. C'est lui qui a répondu à pratiquement toutes les questions qui étaient posées à des ministres absents. Pour défendre le bilan, c'est Christian Eckert qu'on appelle. Merci Cricri. Je voudrais, puisque vous avez fait allusion à la relation entre l'État et les collectivités locales, signaler que je n'ai pas trouvé beaucoup de cohérence entre les plans d'économie proposés par vos candidats et les engagements de réduction de la dépense publique, notamment en direction des collectivités territoriales. Monsieur le député, rassurez-vous, vous êtes lorrain comme moi. Moi, en Lorraine, je connais des candidats et des citoyens qui défendent le bilan du gouvernement. Merci, monsieur le ministre. Et pour la dernière question de cette législature, la parole est à madame Catherine Bobati. Merci, monsieur le président. Catherine Bobati qui va poser la toute dernière question de cette législature au gouvernement. Madame la ministre de la fonction publique. Madame la ministre, pour cette dernière séance de questions et cette dernière question de la mandature, je veux saluer le travail des femmes et des hommes qui, tout au long de leur vie professionnelle, dans des conditions quelquefois particulières, voire difficiles, exercent leur métier au service de tous nos concitoyens. Il s'agit bien évidemment des agents des fonctions publiques territoriales, d'État et hospitalières. Je souhaite donc ici rendre hommage aux fonctionnaires. Tous les jours, du plus jeune au plus âgé, du plus valide au plus en souffrance, de l'habitant de la capitale à celui de la plus petite commune, chacun de nous a besoin de leur savoir-faire, de leur disponibilité et de leur engagement. Ils sont les garants d'un service public de qualité pour tous. Leur mission Catherine Bobati qui profite de cette dernière question au gouvernement de la mandature pour féliciter, remercier et rendre hommage à tous les fonctionnaires des 3 fonctions publiques. La suppression de 500 000 postes, l'augmentation de 35 à 39 heures hebdomadaires sans compensation financière. Et là, elle est en train de citer les mesures proposées par Fillon. La suppression de leur statut pour le remplacer par des contrats de quelques années. Nous, la gauche de gouvernement, au terme de cette législature, nous pouvons afficher un bilan positif, même si certains, les madames et les messieurs toujours plus, auraient souhaité aller plus vite ou plus loin, sans bien entendu tenir compte des contraintes budgétaires. Nous pouvons à juste Petit éloge de la fonction publique, ça fait pas de mal si Fillon passe après. C'est un peu la réflexion qu'a dû se faire Catherine Bobati. Ouais. Postes dans la police et la gendarmerie, 60 000 dans l'éducation. Madame la ministre, Catherine Bobati qui est une députée proche de Manuel Valls, elle l'a soutenue pendant la primaire. Nous faire la liste des mesures mises en œuvre en faveur du service public pour nos fonctionnaires et donc, en définitive, pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci. Merci. La parole est à madame Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Annick Girardin qui va répondre à cette question sur la fonction publique. Vous avez raison. Vous avez raison de rendre hommage à ces femmes, à ces hommes qui sont présents sur tous les territoires et qui sont présents en toutes circonstances pour soutenir les citoyens français. Vous avez raison de souligner l'engagement de ceux qui sont la colonne vertébrale de notre République. Vous avez raison de dire que cette majorité a soutenu la fonction publique après la casse que la droite leur avait infligée et se propose à nouveau d'ailleurs de leur infliger. Alors oui, ce gouvernement, il a agi.
Nous avons amélioré les services publics et vous l'avez dit, en créant 60 000 enseignants, en créant 17 000 agents dans la police et dans la justice. On ne peut pas dire que Hollande a fait mieux que la droite, il a supprimé de nombreux postes au profit du budget. Dans la loi déontologie, notamment par la protection à quoi tu fais référence? pour leur famille. Il a créé des postes dans l'hôpital, il a créé des postes dans la... des plus bas salaires, les catégories C en dans 2014 et 2015, dans l'éducation, dans la police, la gendarmerie, l'armée et la justice. Nous avons dégelé le point d'indice, gelé depuis 2010. Nous avons aussi rendu les carrières plus attractives en revalorisant les rémunérations. Le nombre de fonctionnaires a augmenté sous Hollande. Sur l'ensemble des métiers de la fonction publique, mais aussi en prenant en compte davantage leur retraite. Voilà des mesures de reconnaissance indispensables qu'attendaient les fonctionnaires, ces hommes, ces femmes au service de leurs concitoyens. Mais la fonction publique doit aussi être modernisée. Et pour cela, nous avons voulu qu'elle s'ouvre davantage aux jeunes, qu'elle soit davantage exemplaire, qu'elle fasse davantage de place à la diversité. Nous avons voulu répondre aux agents qui, au quotidien, souffrent de certaines situations, 31 000 pour être travaillant exact. sur la laïcité et les difficultés liées aux faits religieux. Aïe. Nous avons créé un fonds d'1 million d'euros pour l'innovation, pour aider les agents à créer des dispositifs pour améliorer leur quotidien. Voilà, vous l'aurez compris, cette colonne vertébrale de notre modèle social, la fonction publique, est largement soutenue par notre gouvernement et nous continuerons à la défendre. Voilà, la Merci, fonction madame. publique est largement défendue par notre gouvernement. C'est N'oublions jamais que, la quelles que fin soient les de la relations réponse du entre gouvernement. La majorité et l'opposition, nous partageons tous le même amour de la France et de la République. La séance des questions au gouvernement est terminée. Oh, c'était beau. La séance est suspendue. Claude Barthelone qui suspend cette toute dernière séance de questions d'actualité au gouvernement de la mandature, de la législature comme on l'appelle. Vous voyez tous les députés de droite, de gauche, du centre debout dans l'hémicycle pour applaudir visiblement le président Claude Barthelone, s'auto-congratuler de cette dernière séance. Et bah dis donc les amis, c'est fou. C'est fou, double ration de Pépito, bah ouais ils ont au moins le droit à ça. Ils ont au moins le droit à ça. Merci à toutes et à toutes en tout cas d'avoir suivi cette émission. Ne quittez pas Acropolis puisqu'on va suivre ensemble la conférence de presse de François Bayrou qui va commencer dans 20 minutes seulement. Donc on va rester 20 minutes ensemble, on va continuer à discutailler. Pourquoi ce sont les dernières QAG? Parce que c'est la fin de la session parlementaire. Voilà, la session parlementaire s'arrête. La semaine prochaine c'est vacances. Pour Acropolis notamment, mais aussi pour les députés. Et les députés vont retourner en circonscription pour une partie d'entre eux proposer d'être réélus en juin prochain. Voilà, François Bayrou donc qui va faire une conférence de presse à 16h30 pour annoncer a priori sa candidature à l'élection présidentielle. Ou pas, hein, peut-être qu'on aura une grosse surprise. Arrête-toi avec les postes dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on nous fait bosser dans l'illégalité au vu du manque de personnel qui s'accentue. Ah non, mais c'est pas parce qu'il y a un manque de personnel qu'il n'y a pas eu de création de postes. C'est pas parce qu'il manque des fonctionnaires dans les hôpitaux que des postes ont été supprimés. Des postes ont été créés depuis 2012, mais pas assez. C'est pas la même chose. C'est le vrai JD ou un fake dans le chat? Mais non, c'est le vrai. Je suis sûr que c'est le vrai. JD, c'est toi? Tu es présent? Ou tu l'as vu? Non. Est-ce que je fais une pause? Est-ce qu'on s'offre une pause avant la conférence de presse de Bayrou? Je sais pas. Ouais, allez. Ouais, allez, on va s'offrir une pause. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se met un jingle des QAG, le tout dernier avant la reprise l'année prochaine. On va faire une pause de quelques minutes et on se retrouve à 16h30, c'est certain, pour la conférence de presse de François Bayrou. À tout à l'heure. Salut, ciao, bye.